Bonjour à toutes et à tous. On attaque aujourd'hui le troisième cours de thermodynamique appliquée qui va être dédié à tout ce qui est thermochimie et processus de combustion. Alors, je vous présente rapidement l'objectif de cette séance. Je vais déjà faire quelques rappels de chimie parce que je sais pertinemment que tout le monde n'est pas forcément, vous n'avez pas tous suivi des formations très très solides dans ce domaine-là. Donc, on va reprendre un petit peu les bases. À titre perso, j'étais pas non plus chimiste, hein. Moi, je m'y suis mis sur le tard, j'en avais fait très très peu pendant mes études, à part justement un peu de combustion pour les aspects énergétiques. Donc, je comprends exactement ce que c'est, mais vous inquiétez pas, on va vraiment tout reprendre à la base. Ensuite, je vais parler un tout petit peu des combustions, mais sans forcément beaucoup m'étendre sur le sujet, parce que c'est un sujet absolument passionnant. On pourrait parler de plein de choses, des explosions, des trucs. Mais non, on va rester sur des choses assez basiques, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Puis après, il faut aussi que ce soit en lien avec ce qu'on va faire derrière. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais parler véritablement du cœur du sujet, qui est la thermochimie des combustions. Il faut savoir que les combustions, c'est quasiment un domaine des sciences à part. Il y a énormément de choses qui peuvent être étudiées. Et nous, on ne va se concentrer que sur une toute petite partie qui considère les équilibres chimiques qui sont initiaux et finaux, donc avant et après ce type de phénomène, pour avoir des bilans d'énergie, mais c'est une toute petite partie de ce qu'est réellement la science de la combustion. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais découper mon exposé en deux. Il va y avoir une partie sur tout ce qui est bilan de matière. On en aura besoin pour définir des paramètres essentiels en ingénierie, comme par exemple ce qu'on appelle le pouvoir comburivore ou la richesse d'une combustion, et puis aussi sur les problématiques de bilan d'énergie dont on aura aussi besoin très très souvent, notamment pour lors de la manipulation de concepts aussi fondamentaux que les pouvoirs calorifiques. Alors, un petit élément de contexte déjà pour démarrer. Même si on peut perdre, enfin pas perdre de temps, mais prendre énormément de temps à parler de transition énergétique, à parler de tout un paquet de choses, de véhicules électriques et tout, super joli, il n'y a pas de souci. Encore l'année dernière, 85% des ressources énergétiques de l'humanité, c'était des ressources fossiles. 85% du fossile. Voilà, c'est juste pour vous mettre le contexte, hein. La transition énergétique, c'est loin d'être gagné, hein. Je ne vais pas vous miner dès le matin, mais dès le lundi matin, mais voilà, ça permet de poser le contexte. Le fait est que ces ressources-là sont toutes initialement disponibles sous forme de chaleur, et si on veut pouvoir les convertir pour en faire un usage utile, il faut passer par de la combustion. D'accord? Donc je rappelle, le fossile, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Alors dans quel ordre? A priori, ça dépend de ce qu'on en fait et ça dépend aussi des années. Mais ces trois ressources-là, qui sont, vous le savez tous, responsables du dérèglement climatique, elles sont transformées en énergie utile via des combustions. Donc les combustions, il y en a en gros à peu près partout. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Alors effectivement, on pourrait très bien s'imaginer que abandonner ces carburants fossiles, ça va aussi être abandonner tous les processus de combustion. C'est faux. Faut vous l'enlever de la tête, hein. C'est faux. C'est juste faux. D'accord? On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir cette transition. Cette transition, elle va se faire probablement aussi avec une baisse, plus que probablement avec une baisse de consommation, parce que le rythme actuel, ça peut quand même être difficilement tenable. Par contre, tout ne pourra pas être reporté sur l'électricité. Ça, c'est pas possible. On peut c'est quelque chose qui est vendu en ce moment, effectivement, sur les véhicules électriques, sur l'hydrogène électrique, sur ce genre de choses. C'est très bien, hein, c'est des technos qui sont prometteuses, il n'y a pas de souci. Mais on ne pourra pas tout reporter sur l'électricité, ça c'est inconcevable. Donc on va continuer à utiliser des vecteurs énergétiques chimiques, sauf qu'ils auront d'autres ressources. En gros, c'est ça. Donc on va se placer vers ce qu'on appelle des carburants renouvelables, alors qui sont pour le coup des vecteurs énergétiques et pas des ressources, parce qu'il va quand même falloir les synthétiser à un moment donné. Donc évidemment l'hydrogène en est un, sachant qu'il y a plusieurs manières de synthétiser l'hydrogène, hein, des manières qui sont plus ou moins carbonées. Ce qu'on appelle aussi les gaz de synthèse de façon générale. Donc je prends un exemple tout simple, hein, c'est gaz de synthèse, biocarburant, c'est la méthanisation. Actuellement, vous avez quelques pourcents du gaz naturel qui sort des brûleurs gaz de votre cuisinière, pour ceux qui en ont, qui viennent du renouvelable, qui sont en fait produits par processus de méthanisation. Ce pourcentage, il va augmenter. Et en fait, l'objectif d'ici 2050, c'est d'avoir un réseau de gaz naturel en France qui soit quasiment entièrement alimenté par des ressources renouvelables, donc via la méthanisation agricole, via la méthanisation de déchets, via la production de méthane de synthèse, enfin on peut imaginer pas mal de choses. Pourquoi? Alors, plein de raisons, on a déjà les infrastructures, les tubes de gaz, ils existent, il suffit juste de changer l'origine du gaz, mais on a déjà les points d'injection et les points de distribution. Un réseau de gaz, ça fait aussi stockage. C'est la grosse différence que vous avez avec un réseau électrique. Un réseau électrique, vous n'avez pas la possibilité de stocker. Euh, Parce qu'en fait, bah, vous devez automatiquement avoir un équilibre entre l'offre et la demande, sinon vous avez un décalage de fréquence. Un réseau de gaz, vous pouvez stocker. En fait, il suffit juste de jouer. Les gens font flotter la pression dans le réseau de gaz et ils arrivent à stocker. Donc ça stocke de grosses quantités d'énergie. Donc le gaz, on peut le transporter, on peut le stocker
relativement facilement. Après, évidemment, quand on rentre dans les détails, c'est plus ou moins compliqué. Mais les vecteurs énergétiques chimiques, c'est-à-dire sous forme de gaz, sous forme de liquide, c'est un peu plus difficile à synthétiser. On peut en faire avec des biocarburants, mais c'est vrai que le process est un peu plus compliqué. Mais les vecteurs énergétiques gazeux, bah, ils ont le gros avantage de bénéficier d'une infrastructure existante. On sait les gérer, on peut les générer de différentes manières, et ensuite on peut les valoriser très facilement. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un gaz renouvelable, ou si vous voulez utiliser par exemple de l'hydrogène dans votre véhicule actuel ou sur le brûleur de votre cuisinière, il y a quelques adaptations à faire, mais ce n'est pas une révolution technologique. Ça ne va pas nécessiter de votre part ou de la société dans son ensemble des investissements démentiels pour acheter des véhicules électriques, des batteries, etc. Donc le cours dont je vais vous parler aujourd'hui et les applications qu'on verra ensuite, notamment sur les moteurs à combustion interne, ne sont pas démodés. Ils ne sont pas démodés. Croyez-moi, on ne pourra pas se débarrasser de ces technologies-là si facilement que ça. Alors évidemment, la conversion au niveau de ces chaînes énergétiques, bah, c'est basé sur des processus chimiques dont j'appelle ça formation-dissociation, pour rester sur des choses très générales. Et si on veut pouvoir faire le bilan énergétique de tous ces processus-là, bah, on a besoin de la thermochimie. Donc la thermochimie, elle va servir à ça. Elle va servir à dire, on peut récupérer telle quantité d'énergie, on doit fournir telle quantité d'énergie pour produire tel ou tel effet. La thermochimie, dans ce cas-là, elle va être utile pour nous pour arriver à quantifier les quantités d'énergie qui sont nécessaires, qui sont impliquées dans ce type de processus. Et il faut bien comprendre que même si nous, on ne va s'intéresser qu'à la partie utilisation des carburants, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire par la suite, c'est on a un carburant, euh, de synthèse ou pas, avec une composition chimique donnée, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de combustion, dans un moteur, pour faire un effet utile, etc. Et on va faire des bilans énergétiques qui vont nous permettre de déterminer quelle est la quantité d'énergie qu'on va pouvoir tirer de ce phénomène-là. Mais il faut bien comprendre, et ça sera d'autant plus valable dans l'avenir avec l'introduction de ces carburants de synthèse, qu'on aura aussi besoin de faire ce type de bilan en amont. C'est-à-dire, en gros, j'ai une certaine quantité d'énergie électrique, par exemple, qui est disponible, ou une certaine quantité d'énergie solaire qui est disponible. À partir de ça, combien je peux arriver à produire de ces carburants de synthèse? Qu'il s'agisse d'hydrogène, qu'il s'agisse de méthane de synthèse, qu'il s'agisse d'autres types de composés. Donc en fait, ces bilans thermochimiques, qui sont des gros bilans d'énergie, hein, on ne rentre pas dans la chimie, on ne rentre pas dans le génie chimique, on n'est pas du tout à cette échelle-là, on est juste sur des gros bilans et on regarde un petit peu quelle quantité d'énergie a été nécessaire pour faire telle ou telle chose. Ceux-là seront de plus en plus indispensables, non seulement en aval de la chaîne, mais aussi en amont de la chaîne. D'accord? Gardez bien à l'esprit qu'on est en train de remplacer, et il faut qu'on le fasse très très rapidement, des ressources fossiles dans lesquelles les bilans énergétiques n'étaient pas, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas vital. Je veux dire, ça sortait du sol, on avait des traitements de raffinage, on envoyait ça dans les réseaux et c'était réglé, quoi. Maintenant, il faut qu'on le synthétise, ce gaz-là. Et du coup, ces gaz-là. Et du coup, bah, ça va nécessiter des consommations énergétiques. Et à un moment donné, il va falloir faire des choix. Donc à un moment donné, il faudra faire des arbitrages entre l'électricité, est-ce qu'elle va servir pour faire de l'hydrogène, pour les véhicules électriques, pour l'utilisation générale, habituelle, etc., etc. D'accord? Donc c'est une problématique qui est très générale et s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est quelque chose de déconnecté de la réalité. Les combustions, on ne va pas s'en débarrasser du tout. On va être obligé de traîner ça pour plein d'autres raisons. Donc il n'y a pas que l'électrique dans la vie. Même si l'électrique c'est vachement bien, attention, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors, je reviens un petit peu sur le concept de chimie, parce qu'en fait le mot est est plus vague qu'on ne pourrait le croire. Euh, alors, étymologiquement, il n'y a pas a priori, on n'a pas réussi à identifier l'origine exacte du mot chimie. Voilà, j'ai cherché dans deux trois bouquins, on n'a rien trouvé du tout. Personne ne sait d'où ça vient, c'est un très très vieux mot. Bref, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quelle que soit la langue dans laquelle il a été utilisé initialement, le mot chimie, il veut dire mélange. Donc c'est intrinsèquement, vous avez un concept de composition. Et donc, du coup, quand on parle de thermochimie, de façon générale, dans les ouvrages dédiés, il y a trois sens différents à ce terme thermochimie. Alors, il y a un premier sens qui correspond en fait à la phase d'un composé. Donc, vous imaginez que vous avez un composé pur, par exemple de l'eau, et cette phase, elle est à la fois sous forme liquide et sous forme vapeur. Et bien, quelque part, vous avez un changement de la composition. C'est pas vraiment de la composition chimique, c'est un peu plutôt de la composition physique. Vous avez un changement de la répartition des phases. Et bien ça se traite de la même manière. On peut le traiter par une approche qui ressemble beaucoup à de la thermochimie. En fait, le formalisme est très très proche de ça. Même si c'est pas le sens usuel du mot, c'est sûr. Alors le sens usuel du mot que nous on va considérer par la suite, c'est le sens qui est lié à la composition moléculaire. C'est-à-dire que là, on conserve les atomes. Par contre, les atomes, ils se combinent d'une manière ou d'une autre pour former des molécules différentes selon que vous êtes sur les réactifs, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore réagi, et sur les produits, donc après la réaction chimique concernée. Donc ça, c'est le changement de composition moléculaire, c'est le sens usuel du mot chimie, et c'est aussi celui que nous, on considérera. Alors il y a un troisième sens qui existe aussi, c'est à partir du moment où vous changez la composition de la matière, mais au niveau atomique, au niveau du noyau atomique. Et là, on peut parler de chimie nucléaire, ça se dit.
La chimie nucléaire, c'est quelque chose qui existe. Et donc, du coup, là, ça n'est pas seulement la composition moléculaire que vous allez changer, c'est aussi la composition atomique. Donc, ça veut dire que les noyaux, ils peuvent changer. Vous allez vous retrouver avec des protons, des neutrons. Vous allez, par exemple, briser un gros atome pour en faire des plus petits. Et là, vous avez fait une réaction nucléaire. Eh bien, comme vous avez changé la composition de la matière, on peut appeler ça chimie. Et en fait, il y a des bouquins qui parlent de chimie nucléaire. Donc, ça, c'est pas forcément le sens le plus courant, mais c'est toujours lié clairement à la notion de composition de la matière. Alors nous, évidemment, qu'est-ce qu'on va conserver à la fin? C'est uniquement la partie composition moléculaire. C'est ce qui est lié aux réactions chimiques quand vous changez en fait la composition. Les molécules des produits ne sont pas les mêmes que les molécules des réactifs. On ne sera pas du tout dans des niveaux d'énergie qui seront similaires à ceux que vous avez dans le nucléaire, hein. Il faut savoir que plus vous arrivez à rentrer profond dans la matière et plus vous avez des quantités d'énergie stockées qui sont énormes. Donc l'énergie chimique en règle générale est beaucoup plus faible, plusieurs ordres de grandeur en dessous de ce qu'on peut récupérer en énergie nucléaire. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que dans le cadre de ce cours de thermo, c'est que si vous changez la composition de la matière, vous allez aussi changer son énergie interne. D'accord? Vous vous souvenez du sens de l'énergie interne. L'énergie interne, c'est l'énergie microscopique qui est stockée dans le mouvement des molécules. Et bien, si vous avez des grosses molécules, par exemple des molécules de carburant, imaginons que vous ayez un gaz, je ne sais pas moi, de l'octane, c'est des molécules relativement longues, c'est ce qui correspond au carburant des moteurs à allumage commandé, ce qu'on appelle en français couramment des moteurs à essence. Vous avez des molécules qui sont relativement grosses, qui sont mélangées par exemple avec de l'oxygène. Et bien à partir du moment où vous avez brisé ces molécules-là, ce qui se passe, c'est que vous allez créer des molécules beaucoup plus petites. Vous allez créer à la fois du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Je reviendrai sur ces équations de combustion après. Donc de ces grosses molécules qui a priori on peut imaginer vont pas forcément nécessairement se déplacer très très vite, et bien vous allez les briser en morceaux, vous allez produire de très petites molécules qui elles pour le coup vont se déplacer beaucoup plus vite. Et déplacement plus rapide veut dire automatiquement énergie interne plus importante et température plus élevée. Et en fait, le sens de la thermochimie, c'est ça, c'est si vous changez la composition moléculaire, eh bien automatiquement l'énergie interne, et on verra plus spécifiquement que l'enthalpie des produits n'est pas la même que l'enthalpie des réactifs, parce qu'en fait vous avez changé leur composition, donc du point de vue microscopique, les molécules elles sont plus ou moins grosses, des fois elles sont plus petites et se déplacent plus vite, donc automatiquement elles vont accumuler beaucoup plus d'énergie cinétique. Une réaction comme ça, eh bien vous avez beaucoup d'énergie potentielle qui est stockée dans la forme de la molécule initiale, sous forme d'interaction entre les molécules, et puis ça se brise, et cette énergie potentielle est transformée sous forme d'énergie cinétique. Donc à l'échelle microscopique, c'est quasiment comme si vous aviez de la chaleur. Rigoureusement, alors on dit souvent chaleur, mais rigoureusement c'est l'énergie interne. Vous libérez de l'énergie interne, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et cette libération d'énergie interne, eh ben, évidemment, on peut la valoriser sous forme de travail, sous forme de chaleur. Donc souvent on va parler de chaleur, mais on peut aussi faire du travail, on verra ça lors du prochain cours. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que la thermochimie n'est pas? Alors là, j'ai rajouté, je n'ai pas forcément l'habitude de mettre ce type de transparent, mais là, c'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier. Comme je vous disais, la chimie, c'est un domaine extrêmement large, et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vraiment borner le sujet. Vous inquiétez pas, pour ceux qui ont fait un peu de chimie dans le passé et qui ont peut-être été plus ou moins traumatisés par les problèmes de cinétique chimique, de catalyseur ou je sais pas quoi, vous inquiétez pas, on n'ira pas jusque-là. On n'a pas besoin d'aller jusque-là pour ce qui concerne un cours de thermochimie. Fondamentalement, la thermodynamique, elle n'a les outils conceptuels que pour s'intéresser aux équilibres. Si vous êtes sur de la thermodynamique hors équilibre, ça existe, c'est beaucoup plus pointu mathématiquement, c'est beaucoup plus compliqué, voilà, on est plus dans le domaine de la recherche. Nous, la thermodynamique qu'on verra, la bonne vieille thermodynamique à papy, c'est équilibre uniquement. On a un état d'équilibre, on va vers un autre état d'équilibre, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et c'est valable pour les transformations qu'on a vues jusqu'à maintenant, qui étaient les compressions détente. C'est aussi valable évidemment quand vous avez un changement de composition à l'intérieur de votre milieu. Et là, vous allez vous intéresser au milieu d'équilibre initial et au milieu d'équilibre final. Donc, ça veut dire qu'on ne va absolument pas s'intéresser à l'origine des liaisons chimiques. Parce qu'en fait, la chimie, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles vous avez ces phénomènes-là. Vous avez ce qu'on appelle des liaisons covalentes, vous avez des liaisons hydrogènes, vous avez tout un tas de phénomènes de réactions plus ou moins complexes. La chimie, c'est vraiment une science à part, quoi. On ne va pas s'intéresser à ça. En fait, ce qui se passe entre l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final, nous, ne nous intéresse pas. À la limite, c'est le boulot des chimistes, c'est à eux de voir ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la composition initiale, la composition finale. On fait un calcul d'énergie ou d'enthalpie relié à chacun de ces états, on fait une différence et on dit voilà, on a dépensé tant d'énergie. On ne fera pas non plus de cinétique chimique, on ne va pas s'intéresser à la vitesse à laquelle les réactions ont lieu. Alors, plus tard dans la présentation, je vous parlerai de réactions plus ou moins rapides, voilà, parce que la combustion, généralement, c'est des réactions qui sont rapides, mais ça sera juste qualitatif. Je ne rentrerai pas dans le quantitatif, déjà parce que très honnêtement, la cinétique chimique, j'y connais rien du tout. Moi, c'est vraiment pas mon domaine, hein. Je serais incapable de faire un calcul même élémentaire, ou alors il faudrait que je reprenne les bouquins, c'est pas mon domaine, je suis pas chimiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu au début et ce qu'il y a à la fin.
Et entre les deux, je fais un bilan énergétique et je dis voilà, il y a eu tant de quantité de chaleur qui a été changée, tant de quantité de travail qui a été changée. Mais la vitesse à laquelle tout ça évolue, euh, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment pas dans le domaine. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, euh, il y a des gens qui bossent là-dessus, il y a des sujets qui sont très intéressants. J'aborderai quand même un tout petit peu le problème quand je ferai des moteurs à combustion interne parce qu'on aura la problématique de la vitesse de propagation du front de flamme, qui est quand même quelque chose qui est assez important. Je vous montrerai des vidéos, hein, pour le coup, vous verrez, ça sera un peu plus vivant. Ben, c'est à peu près la seule incursion que je vais faire dans ce domaine-là. Nous, on va pas du tout s'intéresser à ça, c'est pas du tout notre domaine. On ne considérera pas non plus les catalyseurs. Donc les catalyseurs, très rapidement, c'est des composés particuliers qui ont la propriété de faciliter une réaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne participent pas à la réaction, mais ils aident à la réaction. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un rôle d'abaissement de la barrière d'activation. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces ordres de barrière d'activation. En gros, une réaction chimique, elle ne se déclenche pas toute seule. Même si vous avez des réactifs qui sont mélangés les uns aux autres, si vous n'avez pas d'énergie d'activation, vous ne déclenchez pas votre réaction. Une combustion, par exemple, vous avez beau mélanger un peu de gaz naturel, par exemple, avec l'oxygène qui va bien, si vous n'avez pas d'allumette ou vous n'avez pas d'étincelle, ça ne va pas se déclencher tout seul. Vous avez besoin de passer une barrière d'activation. Une fois que vous avez passé une barrière d'activation, là, vous avez déclenché votre combustion. Eh bien, la particularité, la propriété spécifique d'un catalyseur, c'est qu'il abaisse cette barrière d'activation et qui permet à la réaction de se déclencher plus vite et d'avoir lieu beaucoup plus facilement. En fait, c'est un élément qui vous trouve un chemin réactionnel plus rapide et plus facile du point de vue énergétique que le chemin initial. Et ça, évidemment, un catalyseur, bah, en règle générale, c'est déposé sur une surface. Donc ça veut dire qu'il faut considérer une interface entre, par exemple, un gaz et un solide, ce genre de choses. Nous, on ne fera pas ça. On ne sera pas sur des réactions hétérogènes, on ne va considérer que des réactions homogènes. Donc encore une fois, on fait des choses qui sont extrêmement simples, on va uniquement s'intéresser aux bilans initiaux et finaux. Donc nous, on gaz, vous avez un gaz au début, vous avez un gaz à la fin. Ça permet d'utiliser la voie des gaz parfaits. Des gaz parfaits, on n'ira pas en dehors du gaz parfait. On a un mélange de gaz parfait initial et un mélange de gaz parfait final. Et on va faire les différences entre l'énergie finale et l'énergie initiale et dire, ben voilà, on a libéré telle quantité de chaleur. Ou on a eu telle variation d'enthalpie qu'on a transférée, par exemple, sous forme de travail ou sous forme de chaleur en fonction de l'utilisation qu'on en fait. D'accord. Donc encore une fois, c'est une très très petite partie du processus de combustion. Pendant que j'y suis, un petit conseil de lecture pour tout ce qui est chimie. Si vous avez l'occasion, ça, c'est génial. C'est juste génial. C'est le meilleur bouquin de chimie que j'ai jamais eu. Euh, donc je pense que vous arrivez tous à lire le titre. Ça s'appelle La chimie en BD. Et il reprend tous les concepts de base de chimie avec des dessins, bon, plus ou moins rigolos. Après, des fois, c'est un peu de l'humour de prof de chimie, hein, faut pas se cacher. Moi, je trouve ça plutôt drôle, mais voilà, je chambrerai pas, hein. Bref, c'est un excellent livre, c'est vraiment un excellent bouquin. Si vous avez l'occasion de vous le faire offrir, n'hésitez pas. C'est une BD en plus, donc vous pouvez dire non, mais attends, c'est une BD, c'est pas pour le boulot et tout. Donc vous pouvez jouer sur les deux tableaux, c'est vachement malin. J'arrête, mais c'est vraiment super. Voilà. Très très bon conseil de lecture. N'hésitez pas. Alors, un peu plus quantitatif maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans le dur. On va avoir besoin, lors des explications qui vont suivre aujourd'hui et lors des applications qu'on verra à partir de demain, de choses un peu plus quantitatives, notamment de relations qui nous permettent de quantifier dans une réaction chimique ce qui apparaît et ce qui disparaît. Donc pour ça, on a une formulation, je pense que vous avez tous vu au moins une fois, qu'on appelle une équation chimique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une équation chimique? C'est l'expression 1 qui est ici, qui vous dit que vous avez un certain nombre de réactifs. Alors les réactifs, je les ai notés par un grand R ici. Vous avez un certain nombre de réactifs qui se combinent, qui se dissocient, qui se recomposent pour former un certain nombre de produits qui se trouvent ici à droite. Et en règle générale, parce que c'est le sens d'écriture dans nos langues occidentales, on va plutôt de la gauche vers la droite, donc les produits, les réactifs à gauche et les produits à droite. Et puis je vais revenir ici évidemment sur cette histoire de double flèche. Donc pour bien comprendre à quoi ça correspond, je vous prends un exemple tout bête qui en plus est très pratique, c'est la combustion du méthane. Donc le méthane, CH4, le plus simple des hydrocarbures, qui correspond à, je vous l'avais déjà dit, quasiment la totalité de ce qu'on a dans du gaz naturel. Qu'est-ce qui se passe quand on a du méthane? Eh bien, je prends un exemple ici. Vous avez une molécule ici de CH4 qui va en fait se dissocier, qui va se combiner avec deux molécules d'oxygène pour former une molécule de CO2 et une molécule d'eau. On reviendra sur l'histoire de la phase de l'eau, parce que là pour le coup c'est pas nécessairement évident. Mais en gros, vous avez vos réactifs ici, c'est quoi? C'est le méthane et l'oxygène. Les produits, c'est le dioxyde de carbone et l'eau. Et pour que le nombre d'atomes soit conservé entre les réactifs et les produits, parce que ça ne disparaît pas, eh bien, à partir du moment où euh, ces atomes doivent être conservés entre les réactifs et les produits, vous avez besoin pour équilibrer d'utiliser ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques.
D'accord? Donc stoichiométrique, c'est ce que j'ai noté ici avec un petit nu. Donc en fait, on affecte les valeurs à chacune des molécules pour à la fin obtenir exactement le bon nombre d'atomes. Donc en gros, le coefficient stoichiométrique du méthane ici, c'est 1. Vous mettez 2 à l'oxygène, et du coup, ça vous donne 1 au dioxyde de carbone et 2 à la vapeur d'eau. Et vous pouvez faire le compte, vous avez bien un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes, un carbone ici, 2 oxygènes plus 2, ça fait bien 4, plus 4 hydrogènes ici, c'est bon, on n'a rien perdu. Donc là, on a une équation, alors en l'occurrence c'est la combustion, mais ce raisonnement-là, il est valable évidemment pour n'importe quelle équation chimique, qui vous qui vous donne les quantités respectives des réactifs et des produits, pour arriver à respecter justement la conservation des atomes entre les réactifs et les produits de la réaction. Donc comment est-ce qu'on représente ça graphiquement? Tout simplement, vous imaginez que vous avez effectivement une molécule de méthane ici, et 2 molécules de dioxygène. Elles se combinent. Alors du point de vue énergétique, on passe par une théorie qu'on appelle le complexe activé. Donc, je reviendrai peut-être quand je parlerai des énergies d'activation. En gros, vous imaginez que vous avez une espèce d'état intermédiaire dans lequel tout se dissocie pendant un bref instant et tout se recombine différemment. Rigoureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué. La chimie, c'est affreusement compliqué. Par contre, quand on utilise cette théorie-là, et qu'on affecte par exemple un état spécifique à cet état activé, et ben, quand on fait les mesures ensuite, ça tombe. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça marche nickel par rapport à l'expérience, par rapport à la théorie. Cette théorie-là vous donne des résultats qui sont parfaitement concordants avec l'expérience, et donc du coup, on conserve cette théorie-là, elle marche très très bien. C'est la théorie du complexe activé. Nous, on ne le verra pas nécessairement un tout petit peu quand je ferai l'activation, mais c'est vraiment minime. Et donc, du coup, j'ai mes réactifs qui sont ici, j'ai ma réaction de combustion, et je vais produire mes produits de réaction. Là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez du dioxyde de carbone et de l'eau. Et à cette occasion-là, parce que je vais libérer une certaine quantité d'énergie potentielle qui était stockée dans les liens ici moléculaires, eh bien je vais libérer aussi de la chaleur et parfois de la lumière. Alors je vais revenir un peu sur cette histoire de lumière parce que ça fait appel au concept de flamme. Donc je réexpliquerai rapidement à quoi ça correspond. Mais en gros, vous avez une conservation de l'énergie entre les deux, parce qu'en fait, la différence entre l'énergie potentielle des réactifs et puis ce que vous avez récupéré au niveau des produits, l'énergie potentielle des produits, eh bien, il y a une différence entre les deux, et cette différence entre les deux, elle peut se traduire de différentes manières. Donc souvent, évidemment, c'est de la chaleur, parce que c'est la chose la plus simple à produire. Parfois, vous avez de la lumière, c'est pas toujours le cas. Il y a des réactions de combustion qui sont invisibles, hein. Enfin, en tout cas, à l'œil nu, vous pouvez avoir un rayonnement électromagnétique, mais il n'est pas toujours perceptible par l'œil. Et puis, bah, évidemment, vous pouvez aussi avoir des effets supplémentaires. Vous poussez ça sur un piston et vous faites un moteur. Maintenant, on peut se poser la question légitime, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça sera encore un cours à part, mais on peut quand même se poser la question. Pourquoi est-ce que les réactifs sont des réactifs et pourquoi est-ce que les produits sont les produits? Plus pratiquement, pourquoi est-ce qu'une réaction se passe dans un sens et pas dans l'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous dit à un moment donné, et ça c'est une question essentielle du point de vue énergétique, qu'il faut absolument que je mette par exemple du méthane avec de l'oxygène pour que ça fasse de l'eau et du dioxyde de carbone. Pourquoi est-ce que si je prends du dioxyde de carbone et de l'eau, je les mélange, je les monte à température, ça va pas me faire du méthane et du dioxygène? Pourquoi est-ce que ça se passe dans ce sens-là? Eh bien, comme toutes les transformations thermodynamiques, c'est le second principe qui fait le boulot, en gros. C'est à partir de l'application stricte du second principe, en tout cas de notre point de vue, du point de vue de la thermochimie, qu'on va pouvoir faire la distinction entre les réactions qui sont possibles dans un sens et ou pas. Et qui, du coup, pour certaines, sont possibles dans l'autre sens. Donc, en fait, ce que vous pensiez être les réactifs deviennent les produits, et réciproquement. Pour expliquer ça très simplement, encore une fois, sans rentrer beaucoup dans les détails, parce que ça nécessiterait un cours à part, imaginez que vous ayez un système qui soit isolé. Donc ça, j'en avais déjà parlé, c'était le premier cours. Vous imaginez que vous avez un système qui est isolé. Et à l'intérieur de ce système, vous avez, par exemple, un mélange gazeux réactif. Voilà, vous avez de l'eau, vous avez, je sais pas moi, du gaz naturel, ce que vous voulez. Bref. Et puis, vous avez une réaction qui se passe. Quoi qu'il arrive, pour que cette réaction ait lieu, il faut nécessairement que cette transformation s'accompagne d'une augmentation de l'entropie. Toujours. D'accord? Votre entropie ne peut que augmenter à l'intérieur d'un système isolé. C'est ce qui donne le sens de la transformation. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui signifie que si vous combinez l'entropie des produits, prenez la somme de toutes les entropies des produits, elle doit être supérieure à la somme des entropies des réactifs. Sinon, votre réaction n'a pas lieu. D'accord? Donc, si vous êtes dans un système isolé, vous vous dites, bah, c'est évident de savoir dans quel sens est-ce qu'une réaction a lieu. Pourquoi est-ce que c'est méthane et oxygène qui donnent eau et CO2 et pas l'inverse? C'est tout simplement parce que l'entropie de eau et CO2 est supérieure à l'entropie de méthane et oxygène. Pour faire de façon un peu caricaturale, mais en gros, c'est ça. Alors évidemment, les systèmes, ils ne sont pas réellement isolés. Ils ne le sont jamais déjà en pratique. Et puis d'un point de vue énergétique, un système isolé, c'est un système inutile. Ça servira à quoi d'avoir un truc où tu peux rien échanger? Voilà. Bon, donc non. Par contre, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on remplace l'entropie par quelque chose qui est construit à partir de l'entropie qu'on appelle un potentiel thermodynamique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel thermodynamique? C'est une combinaison de grandeurs d'état qui évolue toujours dans le même sens en fonction du sens de la transformation,
même si cette transformation n'est pas isolée. Donc je prends un exemple tout bête. Un système isochore, vous imaginez que vous avez une réaction chimique qui a lieu dans un système à volume constant. Que ce système, vous puissiez échanger de la chaleur ou pas avec, hein, ça pour le coup, il n'y a pas de souci, pas de limitation particulière. Eh bien, on peut démontrer que une transformation physique ne peut avoir lieu à l'intérieur de ce volume isochore que si cette transformation s'accompagne d'une diminution d'un potentiel thermodynamique qu'on appelle le potentiel de Helmholtz. D'accord? Donc pour ceux qui ont fait un petit peu peut-être de thermochimie avant, vous avez entendu parler probablement de l'énergie de Helmholtz ou de l'énergie libre de Helmholtz. J'aime pas du tout ces expressions-là. Voilà. Pour moi, c'est potentiel. On reste sur du potentiel parce que son rôle principal, c'est de déterminer dans quel sens est-ce que les choses évoluent. Donc c'est comme l'énergie potentielle en mécanique, elle va toujours vers la diminution. C'est une traduction évidemment de l'entropie, mais il n'empêche que dans un système comme ça, normalement, on utilise plutôt le potentiel de Helmholtz. Donc le potentiel de Helmholtz, il tend vers un minimum, et qu'est-ce qui fait la distinction entre les réactifs et les produits? C'est juste que le potentiel de Helmholtz des produits est inférieur au potentiel de Helmholtz des réactifs. Et automatiquement, bah, vous allez toujours vers une diminution de ce potentiel-là. Et ça vous donne le sens de la réaction. Et ça vous donne même, je reviendrai dessus après très rapidement, ça vous donne même la composition. Alors qu'est-ce qui se passe pour un système qui est plutôt isobar? Alors plutôt isobar, ça veut dire que vous avez une réaction qui se passe dans un volume qui pour le coup peut bouger un peu. Donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser du travail, de récupérer du travail de la part de ce système-là. C'est pour ça que nous, ça va plutôt nous intéresser. Eh bien ce potentiel thermodynamique qui s'appelle le potentiel de Gibbs. Alors certains, pareil, ceux qui ont fait un peu de thermochimie avant, vous avez peut-être entendu parler de l'enthalpie de Gibbs ou de l'enthalpie libre. J'aime pas l'histoire de libre, là, ça ne veut rien dire ça. C'est un potentiel de Gibbs. Donc le potentiel de Gibbs, comme vous voyez, il est construit à partir d'une combinaison ici de l'enthalpie, de la température et de l'entropie, comme le Helmholtz c'était avec l'énergie interne. Donc effectivement, on se retrouve bel et bien avec un système isobar. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que quoi qu'il arrive, si votre système échange potentiellement du travail et ou de la chaleur, pour le coup, il n'y a pas particulièrement de limitation, quoi qu'il arrive, son changement de composition va se faire dans le sens de la diminution du potentiel de Gibbs. Vous allez toujours tendre vers un potentiel de Gibbs qui sera minimum. Et du coup, une réaction chimique ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où le potentiel de Gibbs de ces produits, qu'on appelle aussi potentiel chimique, est inférieur au potentiel de Gibbs des réactifs initiaux. Donc on traduit ça généralement sous forme de potentiel chimique. À partir du moment où vous avez une décroissance du potentiel chimique, vous avez une réaction chimique qui est possible. D'accord? Et à partir de là, on peut faire des calculs d'équilibre. Donc ça peut se faire. Je prends un exemple tout bête. Comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on fait des modélisations sur les polluants qui sont produits par les moteurs? J'en parlerai un tout petit peu de façon qualitative lors du prochain cours. Comment est-ce que vous savez qu'à tel ou tel type de régime, vous allez produire plus ou moins de NOx, de monoxyde de carbone, d'aldéhyde ou je ne sais pas trop quel autre polluant? Eh bien, vous faites des calculs d'équilibre. Alors après, c'est des calculs compliqués, hein. C'est des grosses matrices, c'est des trucs numériques un peu lourds. Mais malgré tout, c'est la même démarche, c'est-à-dire que vous avez une certaine composition, vous avez potentiellement certaines réactions qui vont faire que, par exemple, l'oxygène va se combiner avec tel ou tel réactif. Voilà, ça peut se combiner avec du monoxyde de carbone, avec je ne sais pas lequel, vous avez toute une liste de réactions. Vous mettez tout ça dans une grosse matrice, et en fait, vous avez un algorithme qui cherche à minimiser ce potentiel de Gibbs. Et quand vous minimisez ce potentiel de Gibbs, eh bien, vous trouvez très rapidement la composition chimique qui correspond à l'état d'équilibre à telle pression, telle température, avec ces constituants-là. Et en fait, quand vous considérez ça au moment où vous avez le point de fin de la combustion d'un moteur à combustion interne, vous êtes très très proche de ce que vous mesurez réellement sur un pot d'échappement. Donc là, on va vraiment sur un calcul de chimie. Nous, évidemment, on n'en fera pas. Mais ces potentiels thermodynamiques, ils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent vraiment de déterminer les compositions. Et du coup, ça me fait ma transition. À partir de là, je vais pouvoir faire la distinction entre ce qu'on appelle une réaction totale et une réaction partielle. Parce que du coup, ça permet de pousser un peu plus loin le bouchon en disant dans quel sens est-ce que les réactions évoluent et puis jusqu'où elles s'arrêtent. Est-ce qu'à un moment donné, elles s'arrêtent? Alors, il existe des réactions qui peuvent s'arrêter qu'on appelle des réactions partielles. Donc une réaction partielle, c'est quand au fur et à mesure de la réaction, vous avez votre potentiel de Gibbs qui diminue jusqu'à atteindre un minimum. À partir du moment où il a atteint un minimum, par définition, vous avez atteint un point d'équilibre et là, votre réaction s'arrête, même si vous avez des réactifs qui sont encore là. Ça arrive. Alors ça ne concernera pas les combustions. Je vous rassure tout de suite, les combustions par opposition sont pour le coup toutes totales. Par contre, il y a plein de réactions qui sont impliquées notamment dans la production de ces carburants de synthèse. Donc je parlais de la réaction Haber-Bosch, j'essaierai de vous mettre un lien vers une vidéo sympa sur le sujet un peu plus tard. Cette réaction qui permet de synthétiser de l'ammoniac, et l'ammoniac on peut aussi l'utiliser pour en faire des carburants, donc peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler un jour. Cette réaction-là, elle est pas totale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez très bien vous retrouver avec une réaction qui est stoppée parce que voilà, elle a atteint un équilibre et du coup, vous avez injecté de l'hydrogène et de l'azote à l'entrée de votre réacteur, je vais me mettre dans le champ, vous obtenez de l'ammoniac à la fin, et bien à la fin, il vous reste encore de l'hydrogène et de l'azote.
tout n'a pas été consommé. Et c'est pas parce que votre système marche pas, c'est parce que dans vos conditions physiques, vous avez atteint un état d'équilibre où là, ben, le potentiel de Gibbs est minimisé, donc il n'y a plus rien. Et du coup, bah, après, vous êtes obligé de déplacer cet équilibre. Donc, vous êtes obligé de jouer sur la pression et la température pour essayer de trouver une valeur où ça continue quand même à produire. Et il y a plein de problématiques de réacteurs chimiques qui sont bloqués par ces réactions partielles-là. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous vous retrouvez sur la partie droite ici de la courbe? Eh bien, en fait, sur la partie droite de la courbe, ça veut dire que votre réaction aura tendance à régresser, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec un avancement de réaction qui est négatif. Et du coup, ceux que vous pensiez être les produits deviennent les réactifs. Et ceux que vous pensiez être les réactifs deviennent les produits. Du coup, votre réaction va aller en marche arrière jusqu'à ce que vous atteigniez ce qui correspond ici à votre point d'équilibre. Et tout ça peut être déterminé à l'avance en utilisant uniquement la thermochimie. Donc ça ne vous donne pas la vitesse, ça ne vous donnera pas toutes les informations sur la réaction chimique, par contre ça vous permettra de caractériser avec suffisamment de précision votre état initial et votre état final. Alors quelle est la particularité des combustions qu'on va voir par la suite? C'est qu'elles sont totales. C'est-à-dire qu'une combustion, c'est un des cas, il y en a plusieurs autres, de réactions chimiques qui sont totales, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent que quand il y a un des réactifs qui a disparu. Donc on appelle ça généralement le réactif limitant. Alors je vous montrerai après, selon qu'une combustion est dite riche ou pauvre, eh bien c'est soit le carburant, soit le comburant qui sont en quantité limitante, mais à un moment donné, ces réactions-là ne s'arrêtent, en fait le combat s'arrête que faute de combattants, quoi. À un moment donné, il manque un réactif, donc ça s'arrête. C'est tout. Mais il n'y a pas d'équilibre intermédiaire avec des réactions de combustion. Donc du coup, pour le coup, c'est un peu plus simple. Du point de vue formalisme, on note généralement les réactions totales avec une flèche unidirectionnelle, et on peut noter les réactions qui sont potentiellement partielles avec une double flèche. La double flèche, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc nous, évidemment, ça ne sera que la simple flèche, parce qu'on ne va considérer que des réactions totales. Par contre, si vous tombez sur des documents ou des bouquins de chimie où vous avez une double flèche, ne soyez pas surpris, c'est juste que c'est des réactions qui peuvent potentiellement, dans certaines gammes de pression et de température, s'arrêter et ne plus rien produire. Vous avez des réactifs, en fait, et tout le monde s'arrête quoi. Les réactifs, ils sont toujours là, ils arrêtent de bosser. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Non, mais c'est bon, je suis en pause, j'arrête. Donc, du coup, les réactifs sont là, les produits sont là, ils sont regardés en chaîne de faïence, mais il ne se passe rien quoi. Parce que la réaction est arrêtée. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de déplacer l'équilibre. Donc, soit en changeant la pression, soit en changeant la température pour que le. On va pas parler de combat, ça serait un peu belliqueux, mais disons pour que l'action redémarre. Alors, qu'est-ce qu'une combustion maintenant? Chose un petit peu plus pratique. Parce que du coup, là, j'ai défini de façon très générale les réactions chimiques. On va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. On va réduire un petit peu le champ des explications. Une réaction de combustion, fondamentalement, c'est une réaction qui est totale, c'est ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'elle ne s'arrête qu'à partir du moment où il y a un des réactifs dits limitants qui a été complètement consommé. Physiquement ou chimiquement plutôt, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire que vous avez un élément qui s'appelle un réducteur, qui lui a des électrons à lâcher. Voilà, il est large en électrons et il est assez facile à pouvoir lâcher ses électrons. Et il cède ses électrons à un autre qui par contre est un oxydant, qui aura tendance à se réduire et qui va accepter ces électrons. Et en fait, cet échange d'électrons va se traduire par un changement de la composition chimique. Et le réducteur, ce qu'on appelle réducteur, c'est ce qu'on appelle le carburant. Et on verra qu'en combustion, souvent, c'est ce qu'on doit payer. Donc il a un rôle particulier très spécifique dans la combustion. Et puis l'oxydant, qui lui va gratter les électrons, c'est ce qu'on appelle le comburant. Alors lui, pour le coup, il est gratos, pour une raison toute simple, c'est que le principal comburant disponible, c'est l'oxygène, le dioxygène, et il est disponible dans l'air. Du coup, on le prend dans l'air, on l'utilise tel quel, et on n'a pas rigoureusement à le payer, sauf dans certaines applications particulières, évidemment. Je pense par exemple au moteur fusée. Le moteur fusée, comme c'est censé fonctionner dans l'espace, eh bien, vous emmenez aussi votre comburant à bord, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des structures un petit peu compliquées. Donc, le comburant le plus courant, c'est effectivement l'oxygène, parce qu'il est gratuit, il est pris dans l'air. Il y a certaines applications en moteur fusée ou en pile à combustible qui peuvent utiliser ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène, de H2O2. Alors, c'est un nom classe pour l'eau oxygénée, hein. C'est juste ça, voilà, c'est de l'eau oxygénée. Ensuite, vous avez le peroxyde d'azote. Alors celui-là, par contre, vous n'allez pas le trouver en pharmacie, hein, parce qu'il est particulièrement toxique. Et puis de temps en temps, vous pouvez faire des trucs à l'ozone. Donc après, il y a plein de choses. Nous, on va se limiter. Notre oxydant sera ou purement de l'oxygène dans certains cas. Pile à combustible, ça peut exister. Il y a certaines applications de piles qui fonctionnent très très bien avec de l'oxygène pur. Il faut en avoir à disposition. Mais par exemple, en milieu hospitalier, vous avez de gros réservoirs d'oxygène. Vous pouvez les utiliser en partie pour alimenter ce genre de système. Par exemple, pour faire des alarmes de secours. On va plutôt utiliser le dioxygène de l'air, évidemment, mais il y a une foultitude d'oxydants possibles. Là, j'en ai mis juste une petite liste. Si vous fouillez un tout petit peu la littérature, notamment sur les moteurs fusées, ils ont expérimenté des trucs complètement dingues, parce que là, pour le coup, ils étaient vraiment obligés d'emmener le comburant avec eux. Donc, c'est un petit peu particulier. Alors, le carburant, comme je disais, c'est un réducteur.
C'est-à-dire que lui, il cède facilement les électrons, hein, donc il est large, il en a plein, il les donne, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va considérer nous comme carburant? Alors, des hydrocarbures. Alors attention, hydrocarbures, c'est pas nécessairement fossile, hein, ça veut juste dire carbone et hydrogène combinés, mais avec des formes relativement larges. Donc là, je vous ai mis la formule vraiment très générale, donc avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre. Alors je vous mettrai pas l'équation avec du soufre parce que là quand même c'est un peu dégueu. Le problème du soufre quand il brûle, c'est que ça vous fait des dioxydes de soufre ou des trioxydes de soufre qui sont des véritables saletés polluantes. Donc ça on fera pas. Faut pas brûler des trucs avec du soufre, c'est tout, faut pas le faire. Par contre, tout ce qui est CHON, donc tout ce qui correspond à du carbone, hydrogène, oxygène, azote, ça pour le coup, ça pose pas réellement de problème. Alors évidemment, le carbone en lui-même, il pose problème parce qu'il se combine toujours à un moment donné sous forme de CO2. La question est de savoir si le bilan carbone de l'ensemble, évidemment, si c'est extrait d'une ressource fossile, bah là c'est directement dans l'atmosphère. Si par contre c'est extrait du recyclage du cycle du carbone via un processus biologique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En pratique, on aura des carburants qui seront gazeux, donc on parlera beaucoup d'hydrogène et de méthane, parce que même si ce n'est pas forcément prioritaire ou majoritaire maintenant, ça le sera dans le futur. Donc l'intérêt, c'est plutôt de s'intéresser à ce qui se passe bientôt. Et puis des carburants liquides aussi, donc ceux qu'on appelle les essences et les diesels. Alors je reviendrai dessus, hein, je vais juste garder essence, diesel. La nuance entre ces compositions chimiques-là, je l'expliquerai quand je ferai les moteurs à combustion interne, ça sera plus cohérent de le faire à ce moment-là. On peut aussi faire des carburants liquides de synthèse. Énergétiquement, c'est plus compliqué. Mais c'est jouable, c'est des trucs qui peuvent être faits a priori, même des biocarburants, il y en a un qui existe, qui est le bioéthanol, hein, que vous connaissez peut-être. Et puis il y a les carburants solides. Alors les carburants solides, évidemment, ils sont très peu utilisés pour la mobilité, un peu plus pour le chauffage. Il y a le charbon, alors lui c'est une vraie cata, parce que là en termes de foutre en l'air le climat, c'est champion number one. Et puis le bois, un peu. Alors le bois pour le coup il est recyclable, donc il passe normalement dans le cycle du carbone, à condition que les plantations de bois soient correctement gérées. J'aurais tendance à le laisser de côté. En bon énergéticien, je pense qu'il faut. Enfin, il y a des filières bois, il y a des filières énergie bois, mais je n'y crois pas trop. Le bois, c'est très très bien pour le barbecue, ça c'est indiscutable, faut le garder. Les feux de cheminée et tout, c'est sympa. Mais les usages énergétiques à grande échelle, faut arrêter. Ça produit plein de microparticules, c'est le bordel. Faut pas le faire. Pour le barbecue, par contre, c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'une flamme? Voilà. Parce que là, on parlait de manifestation, voilà, chaleur, lumière et compagnie. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une flamme? Donc la flamme, c'est la manifestation lumineuse du phénomène de combustion. Alors attention, les flammes sont pas toutes visibles. Il y a des flammes qui sont invisibles. Ça peut être super dangereux. Il y a des flammes qu'on voit très bien. Il y en a par contre qu'on ne voit pas. Je pense notamment à la flamme d'hydrogène qui est en grande partie invisible et qui en plus est ultra haute température. Donc là, tu fais pas gaffe, tu perds ta main, t'as rien vu venir, quoi. Faut vraiment faire très très attention avec ça. C'est pas qu'elles sont pas, enfin elles sont pas visibles. Elles sont pas visibles au sens physique du terme. Elles émettent un rayonnement électromagnétique parce qu'elles sont à un niveau de température qui est élevé. Sauf que si ce rayonnement électromagnétique est dans une gamme de longueur d'onde que vous ne pouvez pas capter à l'œil, donc en dehors de 400 à 700 nanomètres, bah, vous ne le voyez pas et du coup là ça peut devenir dangereux. Donc du coup, vous avez différentes couleurs dans les flammes. Vous avez la couleur bleue qu'on voit sur les flammes gaz, qui est essentiellement due à la production du CO2. En fait, c'est quand le CO2 est produit qu'il est construit, et puis il y a ce qu'on appelle des problèmes de cascade électronique. Donc en fait, il y a des électrons qui tombent d'un certain niveau, et ils émettent une longueur d'onde, et ils émettent une longueur d'onde bleue. Donc en gros, quand vous avez du bleu comme ça, c'est que vous avez du CO2 qui est produit par votre combustion. Et puis vous avez du jaune, qui peut arriver aussi dans certaines flammes. Alors vous voyez plutôt sur la flamme numéro 1, là, donc je expliquerai après, c'est ce qu'on appelle une flamme riche. Dans une flamme riche, vous pouvez aussi avoir du jaune. Alors le jaune, par contre, c'est pas un phénomène des excitations, c'est pas une histoire d'électronique, c'est un problème de suie. C'est-à-dire que vous atteignez une certaine température où vous avez des imbrûlés qu'on appelle des suies, c'est des micro-poussières, des trucs qui n'ont pas été brûlés, et ils sont montés à une telle température qu'ils se mettent à rayonner. Donc généralement, c'est le rayonnement des suies qui produit cette couleur jaune. Et bah, après, vous pouvez avoir évidemment des étapes intermédiaires en fonction de la quantité d'oxygène qui a mélangé avec votre flamme. Vous inquiétez pas, je reviendrai sur ces histoires de richesse juste après. Je passe à la partie thermochimie maintenant, parce que là j'ai fait un peu de chimie rigolote avec des flammes et tout, mais on va quand même passer dans la partie un peu plus pratique. Donc, assez rapidement, si on veut quantifier la quantité de matière qui a été transformée au travers d'une réaction chimique, donc vous aviez des réactifs, ça s'est transformé, ça a fait des produits, et bien la quantité qu'a changé d'habit, vous vous souvenez l'image de celui qui se déshabille et qui se rhabille, et bien ceux qui se sont changés puis qui sont passés du côté des produits, on les quantifie en quantité molaire par ce qu'on appelle l'avancement de réaction. Donc l'avancement de réaction, comme vous pouvez voir ici, c'est une quantité molaire, c'est produit au cours d'une réaction, et du coup ça peut s'exprimer comme le rapport de la quantité molaire qui a été échangée sur le coefficient stoichiométrique. Alors avec un moins pour les réactifs parce qu'ils disparaissent, et un plus pour les produits parce qu'ils apparaissent. On peut utiliser l'avancement de réaction comme étant le paramètre
chimique de base, donc ça peut se faire. Nous, on ne le fera pas parce que c'est pas forcément adapté, puis ça alourdit un petit peu le formalisme, mais on peut tout à fait tout faire en avancement de réaction, c'est pas un souci. Le fait est que votre avancement de réaction augmente à partir du moment où votre réaction progresse, d'accord? Si cette variation ici est positive, ça veut dire que vous avez bel et bien une consommation de vos réactifs et une production de vos produits. Si au contraire, vous vous retrouvez par exemple dans le cas d'une réaction partielle avec un équilibre intermédiaire où la réaction régresse, elle repart dans l'autre sens, et bien là vous vous retrouvez avec une variation ici qui est négative, et du coup vous vous retrouvez avec une production des réactifs et une consommation des produits. Mais en gros, c'est une coordonnée qui vous permet d'avoir ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que à partir de cet avancement de réaction, vous avez la possibilité, et c'est nous, ça qui va être utile pour nous, de lier entre elles les variations des réactifs et des produits, des quantités de réactifs et des produits. Alors pourquoi on va en avoir besoin? Parce qu'à un moment donné, on va avoir une quantité de carburant consommée, on va avoir une quantité de CO2 produite, on va avoir une quantité d'oxygène qu'il va falloir fournir. Donc du strict point de vue pratique, et là je ne parle pas de chimie fondamentale, hein, je parle juste d'un réglage d'un brûleur pour que ça tourne bien, il faut ajuster les quantités les unes aux autres. Et pour ajuster, il faut les relations quantitatives entre les différents composants, et ça on les obtient à partir de l'avancement de réaction. C'est-à-dire que comme on voit que cet avancement de réaction c'est un invariant, eh bien j'arrive ici à ma relation 6 qui me dit que toute quantité de produit est reliée à n'importe quelle quantité de réactifs via le rapport des coefficients stoichiométriques entre eux. D'accord? Avec un moins, évidemment, si vous reliez un produit à un produit, ça restera un plus. Un réactif à un réactif, ça restera un plus. Mais en gros, c'est juste les coefficients stoichiométriques qui vous fait la réaction, qui vous fait la relation. Et c'est important parce que c'est valable quel que soit le paramètre de fonctionnement. On verra que tout à l'heure, on a des combustions riches, des combustions pauvres, on mettra plus ou moins d'oxygène. Ça n'a aucun rapport. Ça ne change pas cette relation-là. Les molécules ne peuvent se combiner entre elles pour donner d'autres molécules que via l'équation chimique. C'est pour ça que cette équation chimique, elle est fondamentale, c'est celle qui vous donne ces relations-là. Là, c'est exprimé en quantité molaire. Évidemment, si vous travaillez avec des combustions ouvertes, dans lesquelles vous échangez en permanence du gaz, du carburant et de l'air. Ça, je vous montrerai plus le dernier cours sur les turbines gaz, je vous montrerai à quoi ça ressemble en vrai. On est vraiment dans ce type d'application. Et bien dans ces cas-là, vous remplacez tout simplement les quantités molaires par des débits molaires et c'est exactement la même chose. D'accord? Et ça encore, ça ne vient que de l'équation chimique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire apparaître ce qui correspond à la partie massique? Parce qu'on verra tout à l'heure que on a besoin de travailler en masse. D'accord? Quand on dimensionne les débits, généralement c'est en masse. Vous n'allez pas à la station-service pour acheter 3,4 mol de butane ou d'essence, hein. Vous allez acheter au kilogramme, en gros. Alors, vous allez acheter au litre pour les liquides et plutôt au kilogramme pour les gaz. Mais en gros, ça ne sera pas lié aux quantités molaires. Et nous, on verra ensuite, exactement de la même manière, que les paramètres qu'on règle dans une combustion, notamment ce qu'on appelle, alors ce qui est le pouvoir comburivore et du coup la richesse, donc la richesse de la combustion, la quantité d'air qu'on envoie dedans, ça c'est calculé toujours en masse. C'est vraiment le point de vue de l'ingénieur. La partie chimie molaire, elle est dans la réaction elle-même. Par contre, une fois qu'on est sorti de la réaction et qu'on considère par exemple la chambre de combustion dans son ensemble, alors là, c'est des masses qui rentrent et des masses qui sortent, en gros. Mais il n'y a pas de... Voilà, on travaille surtout en masse. Et du coup, comment est-ce qu'on relie ça? Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez la masse d'un produit ici, débit massique d'un produit, par exemple du dioxyde de carbone, qui va être lié au débit massique du carburant, on lit toujours ça au carburant, via le rapport ici des masses molaires. Alors pourquoi? J'en ai déjà un petit peu parlé. Le carburant, c'est ce qu'on paye. Et en tant qu'ingénieur, ce qu'on paye, tout est là-dedans. Voilà. Le plus important, c'est ce qu'on paye. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez qu'une solution existe et qu'elle arrive à aider les gens, bah c'est moche, mais il faut qu'elle soit rentable, quoi. Et vous ne pouvez pas laisser de côté l'aspect rentabilité, ça c'est absolument impossible. Vous pouvez pas. Parce que vous n'arrivez pas à payer les gens qui vont la créer, qui vont la mettre en service, qui vont la maintenir, etc. Donc il faut que le système fonctionne bien, il ne faut pas perdre de vue cet aspect économique. Dans une application de combustion, ce que vous payez, c'est systématiquement le carburant. Encore une fois, il y a une exception, c'est quand vous êtes obligé d'emmener votre carburant avec vous. Mais à part certains sous-marins et les moteurs fusées, il n'y en a quand même pas des masses. La plupart du temps, le carburant, il est gratos, il est juste dans l'air extérieur. Donc, du coup, ça pose moins de problèmes. Le fait est qu'à partir de ce type de relation, alors là, vous les avez en quantité massique euh, en kilogrammes, et là, vous les avez en kilogrammes par seconde. On considère le carburant comme étant la grandeur de référence, et du coup, ça veut dire que systématiquement, le coefficient stoichiométrique du carburant, par convention, il vaut 1. Dans toute réaction de combustion, vous affectez toujours 1 par définition au coefficient stoichiométrique du carburant, parce que c'est la quantité qui vous intéresse, c'est celle qui est payée. L'oxygène qui vient derrière, lui, il est gratos, donc son coefficient stoichiométrique, il se calcule tout seul, je vous montrerai la formule après, mais en tout cas, vous n'avez pas nécessairement le besoin de le passer par 1. Et du coup, ce qui est important en pratique avec ça, c'est que ces relations-là, typiquement, elles vont nous permettre de dire, je rejette tant de dioxyde de carbone à chaque fois que je brûle tant de quantité de carburant, quelle que soit la nature du carburant. Alors pas si c'est de l'hydrogène,
quoique, mais en fonction évidemment de la composition du carburant. Et puis on peut aussi avoir ici avec les réactifs, donc là du coup il y a les réactifs, il faut que je corrige parce que je crois qu'il y a une erreur avec un moins, je vais corriger ça, je vous mettrai les transparents à jour sur le Moodle. Vous allez vous retrouver ici avec un débit par exemple d'oxygène, quel est le débit massique d'oxygène que je dois envoyer dans la combustion pour arriver à brûler une certaine quantité de carburant. Donc c'est des choses qui sont extrêmement pratiques. Combustion dans l'air, parce que là la seule équation de combustion que je vous ai montrée jusqu'à maintenant, c'est celle du méthane dans l'oxygène. Donc c'est sympa, mais ça veut dire que vous avez de l'oxygène qui est dispo. Ce qui est quand même assez rarement le cas, du point de vue purement économique, c'est quand même un peu compliqué de s'acheter de l'oxygène, c'est quand même beaucoup moins cher de prendre directement l'oxygène de l'air. Alors qu'est-ce qui se passe en pratique? Vous allez aspirer de l'air, vous allez envoyer dans votre combustion, par exemple dans votre flamme, et puis c'est les 21% de dioxygène qui sont contenus dans l'air qui vont réagir. Et en règle générale, nous on fera l'hypothèse que l'azote ne réagit pas. L'azote il arrive, il est là, il accompagne, il arrive à la soirée, il dit bonjour à personne, il boit rien, il mange rien, il repart, c'est comme s'il n'avait pas été là. Mais il est là, il prend quand même de la place. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour quantifier ça? Nous, on sait que la relation stoichiométrique entre le carburant et elle existe entre le carburant et l'oxygène, parce que c'est un certain nombre de molécules d'oxygène qui vont se mettre avec le carburant. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on relie ici le méthane à l'oxygène. Sauf qu'évidemment, l'azote, il arrive avec. Alors comment est-ce qu'on fait la conversion? C'est tout simple. Vous supposez que vous avez 21% d'oxygène avec 79% d'azote. 21% d'oxygène, 79% d'azote. Vous divisez tous les deux par 0,21, donc ça vous donne un oxygène. Et puis 0,79 sur 0,21 en azote. Et ça, généralement, c'est ce qu'on note par le 3,762. Moi, j'ai noté avec un coefficient alpha. Donc, vous vous retrouvez ici avec une certaine quantité d'azote qui accompagne l'oxygène, de diazote. Donc, le 3,762, le alpha, c'est juste le nombre, la quantité molaire de diazote qui accompagne une quantité molaire de dioxygène. Et du coup, si vous avez une combinaison avec une certaine quantité de dioxygène, eh bien, automatiquement, vous avez en plus les alpha N2 qui arrivent ici. D'accord? Donc là, vous avez une réaction qu'on appelle stoichiométrique parce que vous envoyez exactement la quantité d'oxygène qui est nécessaire pour brûler l'azote, pour brûler pardon, le méthane. Donc l'azote, lui, il est là, a priori, il ne réagit pas, sauf que le nombre d'atomes étant conservé, et bien à la fin, vous vous retrouvez bien avec CO2, ça on l'avait, O, et puis mes deux alpha azote qui étaient là, qui n'ont rien fait et qui sont ressortis tels quels. Nous, pour les applications énergétiques, on ne va considérer que des cas où l'azote ne réagit pas. En fait, en pratique, l'azote, il peut réagir si vos températures de flamme, vos températures de mélange réactif sont trop élevées. Vous atteignez un certain niveau, l'azote va commencer à se dissocier, et il va se dissocier, et du coup ça va faire des combinaisons avec de l'oxygène, et vous allez produire ce qu'on appelle des NOx, d'accord, NOx, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote, protoxyde d'azote essentiellement. Donc qui sont des composés nocifs. Bon, j'essaierai de revenir, je vous ferai un petit point sur les polluants atmosphériques quand on fera j'ai d'autres conseils de lecture d'ailleurs super intéressants à ce propos, quand on fera les moteurs à combustion interne. Donc ça peut se recombiner pour produire des polluants, mais uniquement des polluants. C'est-à-dire que c'est des réactions parasites qui correspondent à des pourcents de pourcents, enfin, c'est des ppm, c'est très très peu, donc ça n'a aucun impact énergétique. En gros, vous faites le calcul du rendement de votre moteur avec ou sans ces polluants-là, vous ne pourrez pas calculer la différence. Par contre, c'est important si on veut vraiment calculer les polluants. Et ça, c'est une autre approche, c'est pas forcément les énergéticiens, c'est un peu de la thermochimie, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un boulot de chimiste. Il y a des chimistes dont c'est le travail, d'arriver à anticiper sur le fonctionnement d'un moteur ou sur l'utilisation d'un carburant quels vont être le type de polluant qui va être produit. C'est essentiel, c'est extrêmement important, mais c'est pas exactement le même boulot qu'un énergéticien. Donc nous, on va rester sur la partie énergétique. Euh, voilà. Je vous parlerai qualitativement de ces histoires de production de polluants atmosphériques, mais on ne rentrera pas évidemment dans les détails. Et du coup, à partir de là, eh bien, je peux introduire ce qu'on appelle la richesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, en gros, c'est la quantité d'air gratos que vous mélangez avec du carburant payé pour obtenir la combustion que vous voulez. Et ça se représente généralement par un facteur qu'on appelle le lambda. Alors, le lambda, il a plusieurs noms. En anglais, on appelle ça le Air Fuel Equivalent Ratio. Bon, voilà. Certains appellent ça richesse, pauvreté, enfin bon, bref. En français, on peut utiliser lambda tel quel, parce qu'en fait, c'est un truc qui est tellement classique dans le domaine de la combustion que même si vous parlez d'un problème de combustion ou puis vous parlez du lambda, tout le monde va comprendre ce que c'est que le lambda. Et du coup, comment est-ce que je le quantifie ici? Eh bien, en fait, c'est la proportion ici, l'excès potentiel que vous pouvez avoir d'oxygène par rapport à ce dont vous avez besoin réellement pour brûler votre méthane dans ce cas-là. D'accord? Donc, si mon lambda il vaut 1, je suis strictement stoichiométrique. J'envoie exactement ce qu'il y a besoin, pas plus. D'accord? Si par contre mon lambda est supérieur à 1, alors là j'envoie plus de dioxygène, j'envoie donc plus d'air que ce qui est nécessaire, et j'ai ce qu'on appelle une combustion pauvre. Alors c'est pas négatif du tout, hein. Les combustions pauvres c'est même plutôt ce qu'on va chercher à obtenir, je vous montrerai après pourquoi. En règle générale c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et dans certains cas, alors souvent malheureusement,
Il y a une application, je vous en parlerai après, où on cherche à faire des combustions riches, mais c'est quand même très très spécifique. La plupart du temps, on évite les combustions riches. Combustion riche, c'est quand vous avez lambda qui est inférieur à 1. Et là, en fait, vous n'avez pas assez d'air par rapport à la quantité de carburant, et du coup, tout le carburant n'est pas brûlé. Donc, du strict point de vue purement économique, c'est stupide. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que vous avez payé du carburant qui n'a pas brûlé. Il faut faire attention à ça. Donc, en règle générale, on essaie de viser la stoichiométrie, on essaie de viser plutôt les combustions pauvres sur les combustions ouvertes. Je vous montrerai après les moteurs essence, c'est plutôt, on essaie de se mettre à la stoichiométrie. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de ce lambda, c'est que c'est ce qui vous donne la proportion de ce que vous envoyez comme comburant par rapport à ce qui est strictement nécessaire à votre combustion. À partir de là, si la combustion est pauvre, vous envoyez plus d'air que ce qui est nécessaire. Donc, comme votre réaction est totale, le réactif limitant, c'est le carburant. Et là, c'est bien, parce que du coup, vous avez tout brûlé votre carburant. Vous l'aviez payé, vous avez tout consommé. Donc ça, c'est bon. Il n'y a rien qui reste, sinon ça serait vraiment dommage. Donc par contre, ça veut dire qu'il reste du dioxygène. Mais ça, c'est pas un problème, il est gratos celui-là, c'est pas gênant. Il reste du dioxygène dans le mélange. En règle générale, on essaie d'obtenir ça. Alors ça marche très bien avec les moteurs diesel. Les moteurs diesel, on a des combustions pauvres. On a un lambda 1,2, 1,4 en fonction de différents types de combustion, mais là c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les turbines gaz, là on est largement pauvre. Je vous montrerai, on est à 3, 4. Donc on envoie 3 ou 4 fois plus d'oxygène que ce qui est nécessaire. Donc là on est sûr d'avoir tout brûlé, on a une quantité de polluants produite très faible et tout, ça marche vraiment bien. Donc c'est un meilleur rendement parce qu'on utilise tout et c'est aussi beaucoup moins de polluants. Il y a un autre cas dont je n'ai pas parlé, c'est les moteurs à allumage commandé, donc ce qu'on appelle les moteurs à essence, mais quand ils tournent à gaz. Donc j'en parlerai peut-être un petit peu. Quand vous faites tourner des moteurs à essence avec du gaz nat ou avec de l'hydrogène, là en règle générale, vous êtes sur c'est très pauvre, c'est 2 voire 3. De 1,5 à 2, 1,5 plutôt pour que je raconte pas de conneries. Oui, 1,5 pour le gaz nat et plus de 2 pour l'hydrogène. Donc là vous êtes sur des combustions pauvres. Après, lorsque vous avez le même moteur mais que vous utilisez plutôt du carburant liquide classique, donc de l'essence, tel que vous trouvez à la pompe, donc majoritairement de l'octane avec plein de composants derrière, je reviendrai dessus le prochain coup. Là, vous cherchez plutôt à être dans la stoichiométrie parce qu'en fait, je vous montrerai les graphes. Quand vous êtes pile poil à lambda qui vaut 1, c'est là que vous avez la quantité minimale de polluants produits. Parce que là, vous avez le problème des monoxydes de carbone, des azotes, des oxydes d'azote, etc. Il y a tout un paquet de carburants et en fait, toutes les courbes se croisent et vous essayez de trouver le moins pire. La moins pire des situations, c'est quand vous êtes à un lambda qui vaut 1. Donc en règle générale, les moteurs à essence, on essaie de régler lambda très proche de 1. Ou alors on a d'autres stratégies plus complexes, type injection directe, charge stratifiée et compagnie, mais ça j'aurais vraiment pas le temps de traiter ce type de technologie. Et puis il y a un cas particulier où on a besoin d'une combustion riche, c'est dans les moteurs fusées. Notamment les moteurs fusées hydrogène-oxygène. Ce qui se passe, c'est qu'on envoie en proportion plus d'hydrogène que ce qui est nécessaire. Parce que dans ces cas-là, pour une raison qui est liée, alors là pour le coup pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne YouTube vous devrez pouvoir trouver les vidéos de mon cours sur les moteurs fusées parce que j'ai vraiment pas le temps de traiter ça, c'est en anglais mais vous aurez à peu près les bases. On a besoin de générer un gaz le plus léger possible pour augmenter la poussée. Et du coup, comme vous avez de l'hydrogène qui pèse 2 et vous avez du dioxygène de l'autre côté qui pèse 32, et bien du coup, si vous augmentez la proportion d'hydrogène par rapport à l'oxygène, vous allez en proportion générer un gaz plus léger et donc vous allez augmenter la poussée. Donc c'est le seul cas pratique. Alors évidemment c'est l'hydrogène, donc ça pollue quand même très très peu. C'est le seul cas pratique que je connaisse où vous avez volontairement une combustion riche parce que ça vous permet d'augmenter les performances. En l'occurrence, ça permet d'augmenter la poussée et l'impulsion spécifique de votre moteur fusée. Mais c'est vraiment le seul cas. Dès que votre moteur fusée utilise un autre composé, typiquement du méthane pour les moteurs du futur, type Raptor, SpaceX et compagnie, ou les bons vieux moteurs à kérosène, dans ces cas-là les combustions sont pauvres ou strictement stoichiométriques mais pas riches. Très rapidement, la formule générale pour la combustion, pour les composés de type CHON, donc vous avez du carbone, hydrogène, oxygène, azote. Voilà la formule complète, utilisez-la. D'accord, on a passé l'âge d'équilibrer les coefficients stoichiométriques nous-mêmes, elle marche très bien, j'utilise tout le temps, j'ai jamais eu de soucis, voilà, c'est bon. Pour le calcul du coefficient de stoichiométrie, coefficient stoichiométrique de l'oxygène, vous l'avez ici. Euh, et voilà. Très pratiquement maintenant, il y a une caractéristique des carburants qui est absolument essentielle qu'on appelle le pouvoir comburivore. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir comburivore? C'est la masse d'air minimale qui est nécessaire pour brûler entièrement 1 kg de carburant. Alors comme je vous disais, on travaille en kilogrammes, en ingénierie c'est souvent ce qu'on fait. Donc on a besoin de savoir, à chaque fois que je veux brûler 1 kg de carburant, combien j'ai besoin de kilogrammes d'air. Et ça c'est essentiel parce que ça permet de savoir combien je dois injecter pour arriver à obtenir la stoichiométrie que je veux dans ma combustion. Et ça se traduit par justement une propriété du carburant uniquement, qu'on appelle le pouvoir comburivore. Alors moi j'ai noté par le sigle AFR, alors, je suis désolé j'utilise l'acronyme anglais, j'ai jamais réussi à sortir de ça, le Air Fuel Ratio.
Voilà, ratio air fuel quoi. Alors faudrait que j'essaie de l'appeler ratio air fuel, mais ça fait RAF, c'est bizarre. Ouais, bon, bref, donc du coup j'ai utilisé ce truc-là. Attention, mon pouvoir comburivore AFR, ici il est bien noté ST parce que c'est le rapport air carburant à la stoichiométrie. D'accord? Donc c'est bien le rapport du débit d'air ou de la masse d'air, ça revient au même, au débit de carburant ou à la masse de carburant à la stoichiométrie. D'accord? C'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on règle nous? C'est ce fameux facteur lambda. Alors des fois on a ce facteur-là, les motoristes moteurs à combustion interne, ils préfèrent utiliser ça. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler la richesse et ça c'est ce qu'on pourrait appeler la pauvreté. Ça n'a pas d'importance. Le fait est que c'est le rapport de votre ratio air fuel, de la quantité réelle d'air que vous mettez par rapport à votre carburant, à sa quantité à la stoichiométrie. Donc ça revient en fait, si vous simplifiez les quantités de carburant, à la quantité d'air que vous injectez sur celle qui est strictement nécessaire à la stoichiométrie. D'accord? Et effectivement, si vous avez une combustion pauvre, lambda ici il est supérieur à 1, donc vous envoyez bel et bien plus d'air que ce qui est requis par la stoichiométrie. D'accord? Et si vous voulez calculer votre pouvoir comburivore, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, pareil, on ne va pas s'embêter, la formule, elle est là. Voilà, vous utilisez directement cette formule. Je vous donne même la valeur ici du facteur, parce que ça évidemment c'est le rapport azote sur oxygène. Ça, c'est le rapport des masses molaires correspondantes, donc ça, ce résultat, vous l'avez directement. Et puis évidemment, le coefficient stoichiométrique de l'oxygène, c'est celui qu'il y avait dans la réaction, dans la relation avant. Donc en fait, tout ce qui vous manque, c'est la masse molaire du carburant. Si vous avez la masse molaire du carburant et que vous avez sa composition chimique pour obtenir le coefficient stoichio de l'oxygène, eh bien vous avez directement votre pouvoir comburivore. Attention, ce pouvoir comburivore, c'est dépendant uniquement du carburant. Ce n'est pas un paramètre de réglage. Ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellera nous l'AFR, c'est-à-dire le ratio air-fuel réel, celui-là, c'est un paramètre de réglage. Là, vous pouvez jouer dessus. Généralement, en faisant varier soit la quantité d'air, soit la quantité de carburant. Plutôt le carburant, parce que c'est plus facile à gérer clair, en règle générale. Mais ça, vous le réglez. Mais la FR ST, le pouvoir comburivore, vous ne le réglez pas. Lui, il dépend que du carburant. Alors, quelques exemples de valeurs sur des carburants classiques. Donc, l'hydrogène tout en haut qui nécessite beaucoup d'air. Donc là, vous voyez que vous êtes obligé d'envoyer 34 kg d'air à chaque fois que vous envoyez 1 kg d'hydrogène. Le méthane, donc à peu de choses près. Ah, j'ai pas tout traduit, je suis désolé, j'avais pris le truc en anglais, j'ai laissé passer natural gas, tant pis. Donc le méthane qui représente, qui est quasiment comme du gaz naturel, et ben celui-là, il va avoir besoin de 17 kg d'air pour 1 kg de carburant. Donc vous avez besoin d'en mettre un peu moins en proportion. Et puis ensuite, vous avez des cas particuliers ici qui sont les lignes vertes, qui sont les alcools. Donc les alcools. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les alcools? C'est en gros quand vous remplacez, alors il faudrait que j'ai un tableau, mais il faudrait que je dessine, quand vous remplacez un groupe hydrogène par un groupe alcool. Donc en fait, vous prenez pas un groupe, vous prenez un atome d'hydrogène et vous le remplacez, au lieu d'avoir H, vous avez OH. OH, c'est ce qu'on appelle un groupe alcool. Et du coup, le groupe alcool, eh ben, ça vous permet de faire ce qu'on appelle du méthanol. Donc en fait, c'est du méthane, mais il y a un des quatre hydrogènes que vous remplacez par un groupe alcool. Donc c'est aussi ce qu'on appelle de l'alcool de bois. D'accord? Et puis vous avez l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est de l'éthane, sauf qu'il y a un des groupes un des atomes d'hydrogène, je vais y arriver, que vous remplacez par un groupe alcool. Et là, vous avez fait de l'alcool. Voilà, l'alcool, l'éthanol qu'on a dans les alcools, c'est ça. Donc j'ai l'habitude de dire que l'éthanol, c'est l'alcool qui vous tue lentement, alors que le méthanol, c'est l'alcool qui vous tue rapidement. D'accord? L'alcool de bois, ça vous détruit le système nerveux central, c'est extrêmement dangereux. Et on appelle ça alcool de bois parce qu'effectivement, à une époque, les mecs, ils distillaient de l'alcool, enfin, ils faisaient de l'alcool, ils distillaient à peu près n'importe quoi, des patates, des machins, des trucs. Et quand ils mettaient un peu trop de bois, bah, ils avaient tendance à produire du méthanol. Et du coup, bah, ça créait des dommages au système nerveux central, aux yeux. Enfin bon, voilà, si vous avez, pour ceux qui ont vu les tontons flingueurs et la scène de la cuisine où ils parlent de trucs à sur de bois, bah voilà, vous avez j'essaierai de vous retrouver la scène des tontons flingueurs. Il y a quelques minutes là-dessus, bah voilà, vous avez une explication de ce que c'est que le méthanol. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires. Allez. 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Mais on peut aussi l'utiliser comme carburant. D'accord? Et la particularité de ces composés alcoolés, avec alcool, c'est qu'ils ont déjà de l'oxygène qui est contenu à l'intérieur. Hein, donc du coup, vous avez besoin de moins d'air. C'est des pouvoirs comburibores qui sont plus faibles. Et du coup, évidemment, on pourrait le calculer d'ailleurs. Hein, quand vous avez ce qu'on appelle de l'E10, donc de l'E10, en gros, c'est 90% d'essence ordinaire. Je reviendrai sur ce que c'est que de l'essence ordinaire, à laquelle vous ajoutez 10% d'éthanol. Dans ce cas-là, bah, vous avez un pouvoir comburivore qui est un peu plus faible, parce que du coup, il y a 10% qui ont besoin de moins d'air. Donc du coup, il faut évidemment ajuster votre combustion pour que ça fonctionne bien. Et puis il y en a un qu'on connaît un peu moins, qu'on appelle le butanol, qui est
super, point de vue énergétique, c'est top. Par contre, c'est très très difficile à produire. Ça se fait avec des algues, certains types de feuilles de palme. Enfin, c'est un bazar. C'est très très compliqué à produire. C'est très lent en plus. Donc, il y a quelques tests qui ont été faits, mais je ne crois pas que ce soit industrialisé un jour. Et puis ensuite, bah, la plupart des hydrocarbures fossiles que nous on considère. Donc, il y en a un que j'ai pris essence ordinaire. J'ai dit que c'était à peu près du C8H15. Je reviendrai aussi là-dessus sur ces compositions-là, ou du diesel léger ou du diesel lourd. Donc le diesel léger, en gros, c'est les camions, et le diesel lourd, c'est les bateaux, pour faire simple. Bah là, vous êtes aux alentours de 14-15, quoi. Donc retenez qu'en gros, les hydrocarbures, c'est aux alentours de 15. Il faut à peu près 1 kg, il faut à peu près 15 kg d'air pour brûler 1 kg de carburant. C'est à peu près la proportion, et ça marche pas trop mal. Maintenant, je vais passer à la partie bilan d'énergie. Parce que là, on a fait la quantité de matière, on a vu tout ce qu'il fallait qu'on voit sur la partie matière. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse un peu à la partie énergie. Imaginons que vous avez un système ouvert, isobar. Alors, nous, on considère plutôt ce genre de truc parce que c'est beaucoup plus général et puis que de toute façon, si on veut ensuite repartir sur un système fermé ou un système isocore, c'est beaucoup plus simple. La variation d'enthalpie de ce mélange-là. Si vous avez un changement de composition, vous avez un changement d'enthalpie. Pourquoi? Parce que vous avez initialement une certaine concentration, par exemple, de méthane et puis d'oxygène, et ils vont se transformer pour produire une certaine concentration de dioxyde de carbone et d'eau. Les enthalpies spécifiques de l'eau et du dioxyde de carbone étant pas les mêmes que celles du méthane et de l'oxygène, automatiquement, cette transformation de composition chimique va s'accompagner d'une variation de l'enthalpie du système. Et du coup, moi je peux représenter ça en disant que la variation d'enthalpie du système ici, c'est celle qui est due à la variation des réactifs, donc elle aura tendance à baisser, parce que les réactifs ils vont disparaître, et c'est celle qui est due à la variation des produits, qui a tendance à augmenter, parce que les produits, eux, ils augmentent. Sauf que les quantités de produits et de réactifs, elles sont liées les unes aux autres par l'équation chimique. Alors il y a une étape intermédiaire déjà, c'est de dire que la quantité de l'enthalpie des réactifs, eh ben, elle va être exprimée sous la forme d'une enthalpie spécifique molaire et d'une variation de quantité molaire. Voilà. Même chose pour les produits. Donc là, j'ai relié les quantités aux enthalpies. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que les quantités molaires des produits et des réactifs, bah elles, je vais les lier à la quantité de carburant, parce que c'est mon composant de référence, via les coefficients stoichiométriques. Donc ça me permet de sortir la quantité de carburant consommée et d'exprimer cette variation d'enthalpie sous la forme de ce produit ici. Alors là, je l'ai ramené par rapport au carburant, sachant qu'en règle générale, en chimie, on utilise plutôt l'avancement de réaction. Mais ça revient au même. En fait, c'est juste notre composé de référence parce que nous, on le paye, donc c'est celui qui nous intéresse. Et du coup, la variation de l'enthalpie ici, quand elle est liée à la quantité de carburant consommé ou à l'avancement de réaction, eh bien, cette quantité-là, c'est ce qu'on va appeler l'enthalpie de réaction. Et l'enthalpie de réaction, c'est ce qui va nous donner potentiellement accès à la quantité d'énergie qui peut être libérée par une combustion. Et ce qui se passe, par une réaction générale, mais une combustion pour ce qui nous intéresse. Et ce qui se passe ici, c'est que dans le cas d'une combustion, en fait, on va se retrouver avec une variation d'enthalpie de l'ensemble du système qui est négative, parce que ça veut dire que potentiellement mon mélange réactif il va céder de l'énergie vers l'extérieur, souvent de la chaleur, mais ça ne sera pas toujours le cas. On verra quand on fera les moteurs à combustion interne que ça sert aussi à pousser des pistons, donc on peut aussi produire du travail. Donc en gros, ça va céder de l'énergie vers l'extérieur, et pour que le système soit en capacité de céder de l'énergie vers l'extérieur, il faut que son enthalpie décroisse. D'accord? C'est sa variation d'enthalpie qui s'accompagne d'une cession d'énergie vers l'extérieur, c'est juste le premier principe appliqué. Et du coup, pour que ça fasse ça, en respectant les signes qui sont ici, parce qu'en règle générale, on dit produit moins réactif, quand on définit, c'est pareil que pour une transformation thermodynamique classique, et bien dans ces cas-là, on doit faire apparaître ici le signe moins. Et ce qui se passe, c'est que parce que le carburant est consommé, il disparaît quand tout se passe bien, hein, toujours, sinon c'est que vous avez vraiment un sérieux problème, et bien dans le cas d'une combustion, on a une baisse de cette enthalpie de réaction. L'enthalpie de réaction est négative, d'accord? Donc c'est juste une histoire de signe moins, hein, c'est pour qu'à la fin vous ayez bel et bien une décroissance de l'enthalpie de l'ensemble de votre système. Et on dit que la réaction est exothermique. Parce que potentiellement, on peut arriver à produire de la chaleur avec. Mais je vais revenir dessus, on ne peut pas faire que de la chaleur, on peut faire d'autres trucs avec aussi. Et ce qui est important, c'est que cette enthalpie de réaction ici, comme vous voyez, elle ne dépend que des proportions dans lesquelles les composés se transforment, donc les coefficients stoichiométriques, et puis évidemment les enthalpies spécifiques des différents composés. Et donc là, on se retrouve, nous, avec une combustion, ça fonctionne comme ça, mais évidemment, vous avez aussi des réactions qui sont endothermiques, donc vous êtes obligé de leur apporter de l'énergie, souvent de la chaleur, pour que la réaction ait lieu. Si par exemple vous voulez synthétiser un certain nombre de carburants à partir de ressources diverses et variées, eh bien ce que vous faites, c'est que vous allez mettre les réactifs ensemble, vous allez leur apporter de l'énergie, vous allez monter tout ça potentiellement en température, et à partir de cet apport d'énergie, ben là vous allez pouvoir alimenter votre réaction qui va vous créer ce que vous cherchez à produire. Donc en fait, vos produits sont les résultats de votre réaction, et là vous avez une réaction qui est dite endothermique, parce qu'elle absorbe de la chaleur. Et du coup, la variation d'enthalpie est positive. Ce que je reçois, c'est positif pour moi. D'accord? Nous, évidemment, dans le cas de ce qu'on verra cette année,
on va uniquement travailler avec des gaz parfaits, et du coup l'enthalpie ne dépend que de la température. D'accord? Gaz parfait, enthalpie que de la température, ça va énormément nous simplifier la vie, et du coup on se retrouve avec une enthalpie ici, qui elle n'est fonction que de la température. Du coup, pourquoi je parle de réaction exothermique et endothermique? C'est un petit peu le même raisonnement que j'avais fait lorsque je vous avais parlé des capacités thermiques spécifiques. Vous vous souvenez, CP, CV, tout ça. À pression constante, à volume constant. On aurait tendance à penser qu'on peut les utiliser qu'à pression constante ou à volume constant. Attention, c'est pas le cas. Ça vient juste du moyen qu'on a de les déterminer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour une réaction exothermique et une réaction endothermique. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ce qu'on appelle voilà, un calorimètre. On a une réaction qui se passe à l'intérieur. Alors là, en l'occurrence, je l'ai représenté à pression constante. On pourrait très bien le faire, une bombe calorimétrique à volume constant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on mesure ce qui se passe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer potentiellement une augmentation de température qu'on va compenser. Bref, on va avoir un échange de chaleur qui va se passer dans un sens ou dans l'autre. Si la réaction se traduit par un rejet de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, on appelle la réaction exothermique. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on mesure ce qui se passe. On le mesure par une chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut transférer que de la chaleur. Parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir plus que potentiellement une partie de cette énergie-là qui va servir à pousser le piston. Donc exothermique, ça veut dire que potentiellement on peut produire de la chaleur, mais ce n'est pas seulement le cas. On peut aussi produire du travail. D'accord? Il ne faut pas penser que c'est que de la chaleur. Et dans un moteur à combustion interne, c'est ce qui va se passer. On va créer une réaction dans un volume variable, donc en gros dans un cylindre, coincé entre un cylindre et un piston. Et, en fait, c'est cette réaction-là qui va servir à pousser le piston aussi pour arriver à produire du travail. Donc de cette réaction-là, et notamment de l'augmentation de pression et de température qui est créée dans le gaz, on peut aussi arriver à produire du travail. Donc ça n'est pas que de la chaleur. Même chose pour l'endothermique. L'endothermique, ça veut dire que potentiellement il faut lui apporter de la chaleur pour qu'elle ait lieu, mais dans certains cas, en apportant du travail, c'est-à-dire par exemple en comprimant pour on apporte du travail, on augmente la température, et bien là on peut aussi déclencher cette réaction-là. Donc c'est pas seulement une histoire de chaleur, ça peut être aussi une histoire de travail. Une partie un petit peu moins sexy, mais au travers de laquelle il va falloir passer parce qu'il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer les valeurs de ces enthalpies? Parce que une enthalpie, comme toute forme d'énergie, c'est quelque chose qui est connu à une variation près. En fait, on connaît la variation d'enthalpie rigoureusement, mais on ne connaît pas la valeur absolue. Sauf qu'on a besoin de se fixer une référence. Je suis sûr de vous avoir déjà parlé de cette problématique-là. La problématique des références, on l'a choisie en fonction de ce qu'on veut faire. Et du coup, là, il y a une référence qui est définie par les chimistes qui dit, à partir du moment où vous avez un élément simple, qu'est-ce que c'est qu'un élément simple? C'est un élément qui est composé par un seul atome, H2, O2, N2, voilà, tout cela c'est simple. CO2, c'est plus un élément simple, c'est un élément composé, parce que vous avez du carbone et de l'oxygène. Donc un élément simple qui est dans un état stable, quel que soit cet état, à une température de 25 degrés et une pression d'une atmosphère, par définition, on lui donne une enthalpie qui est égale à zéro. Parce qu'en fait, on suppose qu'à cet état de référence, il n'a pas besoin d'énergie pour être formé. Ou il ne va pas libérer d'énergie pour se dissocier parce qu'il ne va pas se dissocier. Il est stable. D'accord? Et donc, du coup, dans ces cas-là, on dit l'enthalpie spécifique ici, elle vaut 0. Alors, j'ai oublié, j'aurais dû mettre kJ par mol ici, j'ai fait une petite erreur, il faut que je corrige mon transparent. Voilà, par définition, c'est 0. Alors, notez le petit indice avec le petit rond ici. L'indice avec le petit rond qui est ici, ça veut dire que je suis dans un état standard. Donc, par définition, ça veut dire que je suis à une atmosphère et 25 degrés de température. Et en fait, en chimie, on fait tout par rapport à 25 degrés, à peu près. Après, je vous montrerai très rapidement comment est-ce qu'on corrige quand on a des températures différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand vous êtes à l'état de référence, eh bien, à cet état de référence, quand votre composé est simple, un seul atome qui le compose, est stable, enfin un seul atome, une seule espèce atomique plutôt, est stable, pas de dissociation spécifique, vous considérez que son enthalpie spécifique, elle vaut 0. Et à partir de là, ce que vous allez faire, pour les composés, donc les choses un petit peu plus complexes, eh bien, vous allez supposer que l'énergie qui est nécessaire pour les former, c'est l'opposé de l'énergie qui est libérée lorsqu'ils se dissocient. D'accord? Je prends un exemple. Vous avez votre hydrogène qui est ici. D'accord? Votre hydrogène, ça, c'est un élément simple, stable. Voilà, 25 degrés, 1 bar, l'hydrogène, il ne va pas brûler tout seul. Hein. Il est là. Voilà, bon, il est stable. L'oxygène aussi. Sauf que quand on les combine, on les fait réagir. Alors là, pour le coup, on peut obtenir une réaction dite de combustion qui va, par exemple, nous produire de l'eau sous forme vapeur. Alors pourquoi vapeur? Là, on a un petit G ici en indice, ça signifie que c'est produit sous forme de gaz. Donc c'est G ou L, selon que c'est gaz ou liquide. On fera la distinction entre les deux, mais ça ne concerne que l'eau, parce que c'est le seul composé qui peut potentiellement changer de phase dans les gammes de température qui nous intéressent. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, eh bien on se retrouve avec une énergie qui est libérée, et quand on brûle une mole d'hydrogène, on récupère 248,1
241,8 kJ. Ça peut se faire dans un calorimètre, hein. Vous faites la mesure, voilà, vous brûlez, pouf, vous avez la mesure, vous allez obtenir une quantité de chaleur, et là vous mesurez, vous avez 241,8 kJ. Ça, c'est ce qui est libéré. Et du coup, ce qu'on va considérer, c'est qu'en inverse, si je veux partir de ces composés-là et que je veux arriver à, enfin en inverse, à former cet hydrogène, à former cette eau, eh bien en fait, je vais devoir fournir cette quantité de chaleur ici. Et du coup, je vais définir ce qu'on appelle l'enthalpie de formation. L'enthalpie de formation, c'est l'enthalpie qui est nécessaire pour former un composé à partir de ces composants élémentaires. Et du coup, pour former une molécule d'eau, je vais avoir besoin d'une molécule d'hydrogène et d'une demi-molécule d'oxygène. Alors si je veux être plus logique, ça sera plutôt une mole. Pour produire une mole d'eau, je vais avoir besoin d'une mole d'hydrogène et d'une moitié de mol d'oxygène. D'accord? Et du coup, quand je fais ce bilan ici, eh bien, l'enthalpie de formation de mon eau là, je considère que c'est ce que j'ai récupéré lors de sa dissociation, moins, alors évidemment avec les coefficients stoichiométriques associés, ce qui correspond aux enthalpies de formation de ces composants. Sauf que ceux-ci sont stables. Donc ça veut dire que leurs enthalpies de formation sont zéro, puisque à 25 degrés, ils existent déjà, ils sont simples, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, pour l'instant ça paraît abstrait, mais vous inquiétez pas, j'espère que ça va se concrétiser après. À partir de là, je peux dire, bah, du coup l'enthalpie de formation de l'eau, ça vaut cette valeur-là. Ok? Alors, je continue un petit peu mon raisonnement. Qu'est-ce qui se passe si je brûle du carbone? Alors le carbone c'est du graphite, hein. Je n'ai pas forcément de crayon, j'ai pas prévu de crayon de papier. De la mine de crayon de papier, du graphite pur. Donc ça c'est carbone solide. Voilà, le graphite c'est du carbone solide. Après le carbone il existe dans plusieurs états. Vous pouvez avoir du diamant, des choses comme ça. Brûlez pas du diamant, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe quand je dissocie, quand je combine du carbone avec de l'oxygène? Je produis du CO2. Ceux-là sont des composés simples. Donc à 25 degrés, une atmosphère, ils existent. Pareil pour l'oxygène, ça on l'avait déjà vu. Donc leurs enthalpies de formation valent zéro. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas besoin de les former, ils sont déjà là. Par contre, si je veux former du CO2, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je les combine les deux. J'obtiens ici une chaleur de réaction qui correspond à moins 393,5 kJ. C'est ce qui est mesuré, hein. J'ai une quantité molaire de carbone. Je la combine avec une oxygène, je la brûle, ça me donne cette quantité de chaleur-là. Et bien ce qui se passe du coup, c'est qu'à partir de là, je peux définir l'enthalpie de formation du CO2 en disant que c'est cette enthalpie générée plus les enthalpies de formation des composants de base. D'accord? Et comme cela, pour le coup, valent 0, ben, ça me donne cette valeur-là. Mais ça, c'était pour les trucs les plus simples. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux, par exemple, brûler du méthane? Donc je reprends l'équation du départ avec du méthane. Moi, je voudrais avoir la chaleur de formation du méthane. Eh bien, le méthane, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va se combiner avec deux oxygènes pour donner du CO2 et de l'eau. Alors l'oxygène, c'est pas un problème parce qu'on sait déjà que son enthalpie de formation elle vaut 0. Par contre, celle du CO2 et celle de l'eau, ben maintenant on les connaît puisqu'on les a déterminées à partir de celles de l'hydrogène et de l'eau. Donc ça veut dire que si je fais la calorimétrie, je prends une quantité molaire de méthane, je la brûle dans ma bombe calorimétrique, je vais obtenir ça en kilojoules, ça se mesure. Voilà. Et du coup, je dis l'enthalpie de formation de mon méthane, eh bien ça va être cette enthalpie qui est libérée, plus l'enthalpie des composants qui ont permis, alors réactifs, produits, vous avez la relation un petit peu avant. Et du coup, quand je combine tout ça, en utilisant ce que j'ai mesuré, en utilisant ce que je viens de calculer pour le CO2 et pour l'eau, eh ben, j'obtiens l'enthalpie de formation du méthane. Et c'est à partir de cette enthalpie de formation du méthane qu'ensuite je vais pouvoir calculer celle, je ne sais pas, de l'éthane, du propane, du butane, et ensuite je monte en complexité. Et l'idée, c'est que cette chaîne-là, c'est comme une échelle. Vous êtes parti sur un truc de base, tous les composants simples, 25 degrés, une atmosphère, c'est zéro. Et à partir de là, bah, vous montez les étapes, les unes après les autres, et vous arrivez à construire les enthalpies de formation des différents composés. Et en fait, toutes ces enthalpies de formation, ensuite, elles sont déterminées à partir de cette démarche-là. Donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous expliquer le mode de fonctionnement. On aura une application, je crois, en TD où on le fera pour l'octane, pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. En pratique, encore une fois, on n'achète pas les carburants en quantité molaire, on les achète à la masse. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être la quantité de chaleur qu'on va pouvoir potentiellement libérer lorsqu'on va brûler 1 kg d'un carburant. Et bien ça s'appelle le pouvoir calorifique. D'accord? Le pouvoir calorifique, c'est la quantité de chaleur qu'on peut dégager lorsqu'on brûle 1 kg d'un carburant. Alors attention, ce pouvoir calorifique, il est calculé par rapport à l'enthalpie de réaction standard à 25 degrés. Donc ça veut dire, et c'est là que c'est un petit écart avec la réalité, c'est que c'est la quantité de chaleur que vous allez libérer si vous brûlez par exemple 1 kg de gaz naturel en maintenant l'ensemble du bazar à 25 degrés. Bah, si vous y arrivez, chapeau, hein. C'est chaud quand même, c'est un peu compliqué, ça va très très vite monter en température. Après, les quantités d'énergie, au final, sont pas si différentes que ça quand vous faites le calcul complet. Mais il n'empêche que c'est comme ça que c'est défini. Et là, on a le pouvoir calorifique. Je vous montrerai juste après. Vous avez un tableau pour les différents carburants. Vous savez, quand vous en brûlez 1 kg, ben, vous allez récupérer tant de chaleur. 1 kg de ceci, ça fait tant de chaleur, etc. Et ça, nous, on va beaucoup, beaucoup l'utiliser. On l'utilisera pour les moteurs,
Plus tard, si vous faites des calculs, je sais pas, sur des systèmes de chauffage ou des machins, à chaque fois, vous avez le pouvoir calorifique qui revient. C'est vraiment un paramètre fondamental, il faut vraiment comprendre à quoi ça correspond. Et ça s'exprime généralement en kilojoules par gramme ou en mégajoules par kilo. C'est souvent des mégajoules par kilo, ça revient au même, hein. Un mégajoule par kilo, c'est bien un kilojoule par gramme. Je vous laisse vérifier, mais il n'y a pas de souci. Et ensuite, on distingue deux cas, parce que ces combustions-là produisent de l'eau, ou votre eau, elle reste sous forme vapeur, et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur. Je vous explique juste après pourquoi. Ou alors cette eau, elle ne reste pas sous forme de vapeur, elle est liquéfiée. Alors en fait, vous avez l'eau sous forme de vapeur, vous l'abaissez en température, et puis quand elle atteint un certain niveau de température, elle va commencer à se condenser, et là vous allez récupérer de la chaleur en plus, ce qui est dû en fait à la condensation. Et donc, quand vous récupérez plus par rapport à la condensation, à ce moment-là, l'énergie qui est contenue dans le carburant, vous l'appelez le pouvoir calorifique supérieur, parce qu'il est inférieur, il est supérieur au précédent, en fait, parce que vous avez récupéré l'énergie de vaporisation. Et du coup, la différence que vous avez entre le PCS, pouvoir calorifique supérieur, et le PCI, pouvoir calorifique inférieur, c'est juste la chaleur qui est rendue par l'eau lorsqu'elle s'est liquéfiée, lorsqu'elle est passée de son état vapeur à son état liquide. D'accord? En pratique, toutes les applications motrices, on va considérer le PCI comme la grandeur de référence. Par contre, quand vous travaillez sur des applications de chauffage, vous avez un chauffage au gaz, vous avez un chauffage au bois, vous avez ce type de système. Là, en règle générale, vous travaillez avec des niveaux de température, typiquement dans vos radiateurs. Ce que vous allez produire comme eau chaude, c'est un niveau de température qui est inférieur à celui de condensation de l'eau. Donc là, potentiellement, vous pouvez récupérer l'énergie de condensation de l'eau. Et dans ces cas-là, on fait le calcul par rapport au PCS. D'accord? Donc retenez, production de travail, c'est le PCI qui nous intéresse. Production de chaleur, par exemple, pour du chauffage, c'est le PCS qui nous intéresse. Alors, quelques exemples de ça. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, toujours pareil, il y a des trucs que je suis obligé de traduire. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on retient? C'est que l'hydrogène a un PCI extrêmement élevé. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui s'enflamment avec. Alors, on en parlera en application, parce que ça, c'est un sujet chaud. Donc, je vous ai préparé une application spécifiquement là-dessus. Vous allez comprendre où est le problème. Effectivement, c'est super élevé parce qu'on a 120 mégajoules, on a 120 kilojoules par gramme d'hydrogène. Donc, tu te dis, wow, génial, l'hydrogène, c'est l'avenir et tout. Ouais, enfin, c'est un gaz super léger, il faut le comprimer, c'est un peu compliqué. Le méthane maintenant. Le méthane, c'est un peu moins, effectivement, il est à 50 kilojoules par gramme. Donc c'est aussi très très énergétique. Alors celui-là, il est un peu plus simple. Bon, il est carboné, par contre, c'est un peu l'inconvénient. Et puis ensuite, vous avez toutes les valeurs ici. Alors l'éthanol, il a effectivement une valeur un peu plus faible. Ça, on peut calculer. Ça vient du fait aussi qu'il y a de l'oxygène dans la molécule. Donc l'éthanol a tendance à avoir un pouvoir calorifique inférieur pour le coup au carburant équivalent. Et donc du coup, pour revenir à ce que j'ai tout à l'heure sur le 10, par exemple, le 10 rigoureusement a moins d'énergie contenue dans un litre de 10 que dans un litre d'essence ordinaire. Mais après, ça a d'autres avantages. Je reviendrai dessus. L'avantage de l'éthanol, c'est qu'il est aussi antidétonnant, il évite le cliquetis. Enfin bon, il y a pas mal de paramètres qui jouent, qui fait que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais si on s'intéresse uniquement à la quantité de chaleur contenue, si vous brûlez 1 kg d'essence ordinaire ou 1 kg de 10, rigoureusement, vous récupérez moins d'énergie avec de l'E10, parce qu'il y a une partie d'éthanol qui contient un peu moins d'énergie. Et puis tout le reste, donc tous les premiers carburants, donc les propane, butane, pentane, octane et compagnie, tout cela c'est aux alentours de 40-45. Voilà, il faut retenir à peu près 45 kJ par gramme, c'est un bon ordre de grandeur pour l'énergie contenue. Alors après, il y a une différence ici, vous voyez, entre le gaz et le liquide, tout simplement parce que l'octane, selon que vous l'avez directement sous forme liquide et que vous êtes obligé de le vaporiser, par exemple dans un carburateur ou dans un système d'injection, ou qu'il est directement disponible sous forme gazeuse, il y a une légère différence, c'est vraiment très très peu, hein. Cette légère différence, c'est juste ce qui correspond à l'énergie de vaporisation de l'octane. Comment est-ce qu'on corrige l'enthalpie par rapport à la température? On avait vu précédemment que la variation d'enthalpie par rapport à la température, c'était le CP. Donc en gros, si vous voulez déterminer la chaleur de réaction à une température donnée par rapport à la référence, il faut juste pouvoir disposer des valeurs des CP des différents composants. Donc vous affectez avec les coefficients stoichiométriques et comme ça vous faites un calcul, c'est pas très très compliqué. Alors souvent ce qui existe, c'est que vous avez directement des corrélations empiriques qui vous disent l'écart entre votre enthalpie à une température donnée et la température de référence. Donc il suffit juste d'additionner ça. Vous connaissez l'enthalpie parce que c'est par exemple l'enthalpie de formation à 25 degrés. Vous rajoutez la différence de température entre 25 degrés par exemple et 1000 degrés et vous obtenez l'enthalpie que vous avez à 1000 degrés. Et un petit conseil pour ça, si vous avez besoin de faire ce type de calcul, il y a un site qui est super, je vous ai mis le lien ici, vous l'avez aussi dans le PDF. Donc c'est le webbook du NIST. Donc le NIST, c'est un organisme américain qui s'appelle le National Institute of Standard and Technology. Donc en gros, c'est l'équivalent de notre laboratoire national d'essai français, c'est ceux qui sont chargés de définir les standards métrologiques et tout le bazar. Et eux, ils ont un site internet qui en plus est en français, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, il est dans toutes les langues, le machin. Et là-dessus, donc le webbook, tapez ça, webbook.nist.gov, et là vous tombez, vous rentrez juste votre formule chimique et vous avez tout. C'est magique. Les enthalpies, les CP et tout. Moi j'utilise ça tout le temps, c'est gratos. Allez-y quoi, c'est trop bien. Alors,
Dernier concept fondamental, ce qu'on appelle la température adiabatique de flamme. Donc ça, je vous avais dit tout à l'heure, quand vous avez une réaction exothermique et qu'elle est adiabatique, vous avez automatiquement une augmentation de température. Vous n'avez pas le choix. Eh bien, cette augmentation de température, elle va jusqu'à un certain point, elle ne peut pas aller plus haut qu'une certaine quantité, qu'une certaine température. Ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement au fait que votre enthalpie de réaction, elle est entièrement transformée sous forme de température. En fait, toute l'énergie chimique libérée, elle sert à augmenter la température. Et dans ces cas-là, vous obtenez une température maximale qu'on appelle la température adiabatique de flamme. Donc c'est la température la plus haute que vous pouvez obtenir avec une combustion donnée. Je vous ai donné quelques exemples ici. Alors l'hydrogène a, comme je vous disais, des flammes très chaudes, en plus d'être invisible, donc il faut faire très gaffe. Avec de l'air, vous obtenez 2400 degrés. Avec de l'oxygène, vous obtenez un peu plus de 3000 degrés. Quelle est la différence? C'est l'azote. C'est l'azote. D'accord? Quand vous avez que de l'oxygène, vous ne chauffez que de l'oxygène. Donc en gros, ce que vous allez obtenir dans les produits de réaction, ça va être de la vapeur d'eau et du CO2. Par contre, quand vous avez de l'air, il y a l'azote qui est là et l'azote qui se retrouve à la fin. Et du coup, comme vous êtes obligé de chauffer plus de monde, automatiquement, vous allez obtenir une température un peu plus basse. C'est la même chose évidemment pour le méthane. Vous voyez, vous êtes aux alentours de 2000, 2400 si vous êtes en oxygène pur. Donc ça veut dire qu'une réaction, par exemple, vous prenez du gaz naturel, vous le brûlez même dans une chambre de combustion qui est totalement adiabatique, vous ne pourrez pas dépasser les 2000 degrés avec cette température-là. Je vous montrerai en pratique, il y a juste un exemple derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en règle générale, on envoie beaucoup plus d'air que ce qui est nécessaire parce qu'on veut abaisser la valeur de cette température-là. Retenez, voilà, la température adiabatique de flamme, c'est vraiment le maximum que vous puissiez obtenir. Et du coup, en pratique, vous allez toujours travailler en dessous, parce que l'objectif, évidemment, c'est pas de tout cramer, hein. Des systèmes qui en continu arrivent à tenir des températures comme ça, il n'y en a pas des masses. Les seuls exemples peut-être qui existent, et encore, c'est pas sur ces gammes de température, c'est encore une fois les chambres de combustion des moteurs fusées, mais qui, jusqu'à il y a peu, travaillaient quelques centaines de secondes toute leur vie. Bon, maintenant, avec SpaceX, c'est un peu différent. Mais, et encore, il y a plein d'artifices pour arriver à limiter l'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en règle générale, on va diluer ces flammes pour obtenir des températures un peu plus basses. Comment on fait du coup pour ça? Donc ça, je l'introduis rapidement parce qu'on en aura besoin quand on va traiter les turbines gaz, parce que ça permettra, voilà, là j'ai sous-traité un truc, je ne reviendrai pas dessus quand je ferai les turbines gaz. En pratique, qu'est-ce qui se passe? On veut limiter la température de flamme à une certaine valeur, parce qu'on ne veut pas détruire la chambre de combustion, c'est un problème de durabilité, et on ne veut pas non plus trop polluer. Parce que j'en ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais les oxydes d'azote, ils ont tendance à se produire à haute température. Voilà, pour des problèmes de liaison covalente, j'essaierai de réexpliquer ça. Du coup, quand vous brisez du diazote pour qu'il fasse du NOx, ça n'apparaît qu'à partir d'un certain niveau de température. Et du coup, si vous voulez arriver à produire des combustions avec peu de NOx, peu d'oxyde d'azote, il faut abaisser votre température de flamme. Donc c'est à la fois un problème de durabilité et un problème de propreté. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on dilue la combustion en envoyant beaucoup plus d'air que ce qui est nécessaire. On sait de toute façon que le carburant sera brûlé, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, plus vous envoyez d'air, plus vous avez de gaz qui ne participera pas à la combustion, qui n'apportera pas d'énergie chimique, parce que le réactif limitant qu'est le carburant, il aura déjà été brûlé. Par contre, il va quand même absorber l'énergie sensible. Et du coup, il va participer à l'augmentation de température. Et du coup, pour la même quantité d'énergie chimique qui est liée dans ce cas-là uniquement au carburant, parce que nous on l'a exprimé par rapport au carburant, si vous augmentez la quantité d'air, vous allez abaisser la valeur de votre température de sortie de combustion. Et c'est ce qu'on fait là, donc je vous explique rapidement. Vous avez votre débit massique à l'échappement, c'est le carburant plus air, hein, voilà, gaz d'échappement c'est carburant plus air. Donc on peut l'exprimer en disant que c'est le carburant fois 1 plus le ratio air-fuel pratique. C'est pas le pouvoir combustivore, hein, c'est vraiment le pratique. Et du coup, si je fais le bilan d'énergie, j'ai toute mon énergie chimique ici. Donc là, j'ai introduit ce qu'on appelle le rendement de la chambre de combustion. Qu'est-ce que je perds réellement? Donc si j'ai 100%, toute l'énergie chimique contenue dans le carburant sert à augmenter la température du gaz d'échappement. Et du coup, je me retrouve ici avec un delta T obtenu. Alors, je peux simplifier avec la masse de carburant, etc. En tout cas, j'ai une relation qui me donne la différence de température de mon mélange en fonction de la quantité de carburant, en fonction du pouvoir calorifique que j'ai obtenu. Et du coup, je peux calculer le ratio air-fuel dont j'ai réellement besoin pour obtenir une différence de température donnée. Et ça, on verra, on le fera en turbine gaz systématiquement. On ne travaille jamais à la température adiabatique de flamme parce que là, on cramerait les chambres de combustion en quelques secondes et ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster la quantité d'air par rapport à la quantité de carburant. Donc, en fait, on va ajuster la valeur ici du coefficient lambda pour obtenir une différence de température delta T donnée ici, en fonction du pouvoir calorifique et éventuellement du rendement de la chambre de combustion. Donc évidemment, si je suppose que je suis en combustion stoichiométrique et que j'ai ma chambre de combustion qui est idéale, alors la température que j'obtiens, c'est la température adiabatique de flamme. Voilà, ça, il n'y a pas de secret. Par contre, ce qui se passe en pratique, c'est que dans les turbines gaz, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, on va chercher à obtenir des températures qui sont plutôt de l'ordre de 1000 degrés, parce qu'on sait que sur une longue durée de fonctionnement, on peut arriver à gérer, on ne va pas trop détériorer les chambres de combustion. Et puis, les chambres de combustion elles-mêmes ont généralement 5% de perte
à peu près. Et on fera le calcul ensemble, mais l'ordre de grandeur fait qu'en fait, vous êtes obligé d'avoir des combustions pauvres qui sont jusqu'à un facteur lambda de 3. Donc en gros, vous envoyez 3 fois plus d'air que ce qui est nécessaire. De toute façon, votre carburant il est brûlé. Par contre, ce que vous voulez faire, c'est abaisser votre température de flamme. Et du coup, plus vous augmentez la quantité d'air et plus vous jouez sur cette température de flamme. Et ça aussi, évidemment, c'est un problème clé dans les performances à la fois énergétiques et environnementales de ce type de machine. J'ai fini à peu près pour aujourd'hui. Je vais juste terminer avec une conclusion rapide. Donc les réactions chimiques, c'est des changements plus ou moins rapides de la composition moléculaire pour nous, d'une quantité de matière, d'accord. Et nous, on ne considérera que des mélanges homogènes de gaz parfait. On ne va pas se casser la tête, sachant que la démarche, évidemment, elle est valable, même si vous avez d'autres types de composés, c'est juste un poil plus compliqué. Les quantités de réactifs consommés et de produits synthétisés sont reliés entre eux par un truc qu'on appelle une équation chimique. Donc vous n'avez pas de réaction, vous ne pouvez pas étudier de faire de thermochimie si vous n'avez pas d'équation chimique, c'est vraiment la base. C'est pas très compliqué. Même équilibrer des coefficients stoichiométriques depuis zéro from scratch, c'est pas très complexe. Je veux dire, équilibrer une équation, c'est pas le truc le plus embêtant du monde. Nous, évidemment, moi je vous donne directement la formule, donc il faudra l'utiliser, hein, vous embêtez pas avec ça. Ensuite, la combustion, c'est un cas particulier de réaction chimique qui correspond en fait à une réaction qui est à la fois totale et exothermique. Donc potentiellement, on peut produire de la chaleur, mais ça se traduit surtout par une variation négative de l'enthalpie du mélange, qu'on peut traduire sous forme de chaleur, mais qu'on peut aussi récupérer sous forme de travail ou sous forme d'augmentation de température. On verra dans les turbines gaz, le but du jeu, c'est au contraire d'augmenter au maximum la température pour avoir un gaz qui va se détendre ensuite dans une partie turbine qui est montée en aval. Ensuite, la quantité de chaleur qui est potentiellement rejetée, ou vous l'exprimez sous forme molaire, et à ce moment-là, vous faites appel à la chaleur de réaction, qui elle peut être, ou enthalpie de réaction, qui elle peut être éventuellement corrigée par rapport à la température, ou alors vous l'exprimez en masse X, nous c'est souvent ce qu'on fera, et on le fera par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Donc en gros, l'enthalpie de réaction, c'est la chaleur que vous libérez si vous brûlez une mole de carburant, et le pouvoir calorifique, c'est si vous brûlez 1 kg de carburant. Et ensuite, on fait la distinction entre le pouvoir calorifique inférieur et supérieur, selon qu'on s'intéresse à la récupération de la chaleur due à la condensation de l'eau ou pas. La température maximale qu'on peut atteindre, c'est ce qu'on appelle la température adiabatique de flamme. Ça nous donne une espèce de limite maximum. Mais qu'en règle générale, on ne cherche pas à atteindre pour des raisons de durabilité et de pollution. Et puis, pour arriver à obtenir une température spécifique, qui est évidemment inférieure à la température adiabatique de flamme, alors à ce moment-là, on utilise un mélange pauvre, on envoie beaucoup plus d'air que ce qui est nécessaire. Et du coup, on a un paquet d'air qui ne sert pas en tant que réactif. L'oxygène n'apparaît pas en tant que réactif. Bon, l'azote, lui, il n'y est jamais de toute façon. Par contre, ils absorbent une quantité de chaleur et du coup, ça permet d'abaisser la température finale obtenue. Voilà. Quelques références. Alors, j'ai mis, alors c'est pareil, hein, on peut continuer évidemment la discussion sur les bouquins. Vous inquiétez pas, j'en ai des réserves, j'ai de quoi vous occuper. Si vous avez des questions spécifiques, plus sérieusement, sur ces aspects livres, énergétiques et compagnie, n'hésitez pas. Merci à tous. À bientôt. Faut reconnaître. C'est du brutal.